Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en public et en direct. On est au Théâtre Européen pour la dernière fois. Merci d'être là, merci d'avoir été là. Pendant ces 2 ans, on change de théâtre à la rentrée, on vous en dira plus tout bientôt. Nous sommes le dimanche 31 mai 2026 et c'est l'anniversaire d'Alain Duhamel. Bon anniversaire! Bon anniversaire Alain. 85 ans, 60 ans de carrière, à lécher le cul des puissants. Il peut détecter un cancer de la prostate avec ses papilles. Bravo Alain. C'est également la journée mondiale sans tabac. Une pensée pour tous les cendriers orphelins. Et en particulier le plus connu de tous, Michel Houellebecq. Dimanche 31 mai 2026, c'est notre dernière émission avant notre grande tournée d'été qui commencera le 16 juin à Auray, à Landerneau, pardon, j'avais la mauvaise fiche. Tournée qui sera sponsorisée par Enercop. Qu'est-ce qu'on dit à Enercop? Merci pour l'argent. Merci pour l'argent, Enercop. Tournée avec celle qui virevolte telle une chèvre naine sur le rocher de la vie. Juliette Arnaud. Bonsoir. Ça va, Juju? Comme une chèvre naine sur le rocher de ma vie. Donc, on peut dire, Impeccable. j'ai même envie de dire au poil. Tournée avec celui qui sautille tel un parpaing dans les burpees du destin. Aymeric Longpré. Ça va, Aymeric? La pêche. L'énorme pêche. La pêche. Et avec celui qui tutoie les cimes tout là-haut dans le fiel, Pierre-Emmanuel Barré. Bonsoir! Un jeu de mots. C'est un génie. C'est un jeu de mots, c'est travaillé pendant des heures. C'est pas pour rien que t'es le chef. Ça va, Pierrot? Ça va super bien. Incroyable, merci d'être là encore et toujours. Et nous rejoindrons pendant l'émission Marie Douli et Marie Trébert. Allez, il est 18h02 déjà. L'heure de répondre à vos questions pour la dernière fois de la saison, parce qu'on vous réserve quelques petites surprises pour la tournée. On y va, c'est parti. Oui, on commence avec la question de Eric. Salut la dernière. Lorsqu'on pose une question, est-il possible de choisir qui y répond? Salut Eric. Non. Pourquoi Eric? Tu voulais parler à quelqu'un en particulier? Tu veux qu'on t'apporte ton petit déjeuner en te chantant des chansons douces pour que tu te réveilles de bonne humeur? C'est ça que tu veux Eric? C'est pas comme ça la vie Eric. Tu crois que j'ai choisi moi d'être assis à côté d'Emeric? Tu crois que j'ai choisi de répondre à ta question? Parfois on doit faire des choses, on n'a pas le choix. Mais rassure-toi Eric, cet affreux cauchemar est bientôt terminé pour toi, comme pour moi, puisque c'est la dernière fois qu'on répond aux auditeurs. Après, on part en tournée, il y aura une autre séquence à la place, ça va s'appeler la noyade des auditeurs. Chaque semaine, on choisit un auditeur et on le noie, et j'ai une bonne nouvelle, tu pars en tournée avec nous, Eric. Rendez-vous à Landerneau, sur les berges de l'Elorn. Voilà. Et on enchaîne avec la question d'Audrey. Bonjour la dernière, c'est quoi le meilleur moyen pour connaître les dates de votre tournée d'été si l'on n'est pas sur Facebook? Alors, notre rédacteur en chef, Ramzi, nous a fait passer cette question comme toutes les autres, Audrey. Mais là, sur la tienne, il a précisé en rouge, j'ai pas compris. C'est bizarre parce que Ramzi, il comprend tout et il a un avis sur tout. Du coup, c'est moi qui y vais parce que c'est pourtant simple, Ramzi. Audrey, elle a pris un coup de chaud, de sorte qu'elle comprend plus rien. Audrey, écoutez-moi. Allez sur votre moteur de recherche, tapez la dernière et tournez, et pouf, c'est là, il y a toutes les dates. Tout va bien, Audrey. On va vivre de dôme de chaleur en dôme de chaleur. Après, ça sera la ménopause, mais tout va bien. On passe à la question de Thierry, bien sûr. Bonjour, durant la tournée cet été, allez-vous vivre tout un mois ensemble comme une troupe ou aurez-vous le temps de rentrer chez vous? Salut Thierry, en effet nous partons sur les routes pendant plus d'un mois. J'en profite pour saluer Premier Degré, Loris et Théo, nos chargés de prod qui ont organisé ça. De main de maître. Bravo et merci les gars. Je remercie également par anticipation les psys du pays qui serviront à Juliette pour expier les heures de la tribu de Dana que je vais lui chanter dans les oreilles dans le bus, les dealers de France pour les chroniques d'Emeric et les policiers qui vont devoir assurer la protection de Pierre-Emmanuel. À bientôt la France. Allez, on passe à la question de Jonathan. Hello, la dernière. Si on pouvait se téléporter, la téléportation serait une idée de droite ou une idée de gauche? Bonjour Jonathan. Te voilà très peu renseigné, petite brebis égarée. Car sache que la téléportation existe déjà. Ah bon? Mais où est-il? Alors Pfiou. Ah, il est revenu. Je viens de me téléporter et de revenir. Quoi? Il dit pas les mots dans l'ordre. Si, où j'étais? Ben je sais pas. À Las Vegas. Mais non. Le 17 noir n'est toujours pas tombé. Pfiou. Ah, il est reparti. Ah, le voilà. J'étais au chute du Niagara. Ah bon? Mais je suis sec, donc il n'y a plus d'eau. Pfiou. Ah, il est encore reparti. J'espère qu'il va pas revenir. Il est là. Faut que vous me demandiez où j'étais. Ah oui, où t'étais? Au sud du Liban. Non. N'y allez pas, n'y allez pas. Ok. Ah, il est reparti.
Quel bonheur. J'étais dans la station spatiale Mais attends, internationale. t'es pas revenu il est revenu. Heureusement que c'est pas filmé parce que les gens verraient qu'il y a un truc. T'étais où? Au Machu Picchu. Non, bon, allez, c'est bon. Ouais, pardon, je réponds à la question. Ok, alors, la alors. téléportation est de droite ou de gauche, ça dépend de ce qu'on en fait. Pfiou! Il est reparti. Pfiou! J'étais chez Jonathan, il est assez content de sa réponse. Très bien. Bravo. Oui, si, au moins pour l'effort, quoi. Voilà. Je savais que ça allait pas marcher. C'était très bien, Emmerich. Ouais, c'était super. Mais maintenant, on va passer à autre chose, si tu veux bien. On passe à la question de Roman. Coucou, la dernière petite question pour l'équipe. Est-ce que vous arrivez à anticiper à l'avance si vos chroniques vont bien marcher, ou ne pas marcher? Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'une chronique va être un succès et qu'au final c'est un flop, ou à l'inverse de douter d'un truc qui devient un carton? Cher Roman, en ce qui me concerne, non. Je ne me trompe jamais. Je sais quand une chronique va bien marcher, je sais aussi quand parfois elle est un peu en dessous. Que veux-tu, on ne peut pas être à 100% tous les jours. En ce qui concerne mes collègues, eux aussi ne se trompent jamais. Ils savent à chaque fois que leur chronique va faire un flop. La force de l'habitude mêlée à la résignation, sans aucun doute. C'est rassurant pour leur lucidité, mais effrayant pour le respect des auditeurs. Allez, on va passer. Voilà. À autre chose? Connard. Voilà. On va passer à la question de Jean-Baptiste. Pardon. Mais non, la terre partie. Ah, pfiou! Ah, il est revenu. Bon, bonjour la dernière. Non, sans non. accent. Pas d'accent. Bon, Il était parti en 1990. mon collègue Jean-Noël finit toutes nos réunions d'équipe par la même blague. On est comme les Kinder, bueno. Que dois-je faire pour cesser ce comique de répétition de mauvais goût qui inhibe l'innovation au sein de notre entreprise? Ouais, le comique de répétition vous horripile, Jean-Baptiste. Et moi donc, piou. Mais moi, ce qui m'horripile C'est parvenu. vraiment, Jean-Baptiste, piou. Ah ouais. Voilà, moi, ce qui m'horripile vraiment, Jean-Baptiste, c'est la misogynie de répétition. Il y a un joueur à Roland-Garros qui a expliqué son échec à un match par la présence d'une femme dans la chaise de l'arbitre. Et il a ajouté, ce genre de match doit être arbitré par un homme. Après, moi, j'ai noté que le prénom du joueur, c'est Adolfo. Je vous propose donc, en ce qui vous concerne, Jean-Baptiste, de ponctuer chaque Noël de votre collègue Jean-Noël par papa. Et on enchaîne avec la question de Jade. Bonjour la dernière. Avec tout ce qui se passe dans le monde et en France, comment gardez-vous espoir dans ce monde? Eh bien, on garde espoir parce qu'il y a des gens qui luttent, figure-toi, dans tous les milieux. Regardez par exemple dans le monde du cinéma, cette tribune contre Bolloré, mais quel courage, avec des grands noms, Jean-Pascal Zadi, qui a dit « Ah non, Bolloré, no passaran ». Voilà, ça c'est le courage. Non mais Guillaume, en fait, Ouais. il s'est excusé depuis, il a dit qu'il avait mal lu. Ah, il a mal lu. Ouais. Mais il y a quand même des gens dans le cinéma, je regarde par exemple Gilles Lelouch, qui joue Jean Moulin Ouais. à Star Siempre. Ouais, mais Non, ça marche pas. Bon, eh ben, vous savez quoi? Moi, j'annonce, que je renonce à tous mes projets de films qui sont financés par Bolloré à partir de maintenant. C'est terminé, Bolloré. Ah là là, ah oui. Eh ben, c'est ça le courage. Non, vraiment. Bravo. Allez, Bravo, voilà. Guillaume. T'en avais beaucoup? Bon, allez, on enchaîne la Voilà. question. Et Allez. sinon, la régie pub de Nova, c'est toujours Lagardère, donc Bolloré. Non, allez, là, il faut passer à la non, suite. non, Passer à la non, suite. non, Faut passer à la On suite. enchaîne avec la question Voilà. de Mathieu. Voilà. Et Mathieu nous écrit: Salut la dernière, lequel ou laquelle d'entre vous est le ou la moins de gauche? Mathieu. Je pense que la réponse est assez évidente. Le plus à gauche, c'est bien entendu moi, Emmerich, de par mes valeurs que sont la générosité, le partage, l'écoute, la simplicité, mais aussi de par mon mode de vie, simple et bohème. En deux, je dirais Juliette, qui est de gauche, mais qui aime bien quand même de temps en temps se laver les dents avant l'émission. Ensuite, il y a Guillaume, qui est quelqu'un de très simple, c'est vrai, on voit qu'il est simple. Mais il n'est pas rare de le voir se palasser dans les palaces, luxueux, en criant « Je l'ai mérité !» Et puis très loin derrière, Pierre, qui m'a confié il y a peu, et pourquoi pas Valls. Et pourquoi pas? Et après tout. Et on termine avec la question de Mathilde. Bonjour la dernière, si on devait rendre hommage à un politique en baptisant de son nom cette vague de chaleur précoce, lequel choisiriez-vous? Bonsoir Mathilde, eh bien sans hésiter, je choisirais Glucksmann, parce qu'il est arrivé d'un coup, il nous a bien cassé les couilles, mais heureusement il est en train de disparaître. Bonne Merci journée. beaucoup, merci les amis. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de répondre à cette question. Comment faire encore monter la température grâce à la surconsommation? C'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré.
Il est 18h16, l'heure d'accueillir notre invité du jour. Il est maître de conférences en études des médias et sciences de la communication à Nantes Université, mais également chercheur au LAMO, littérature antique et moderne. Il travaille entre autres sur le classisme, les identités queer, le décolonialisme, notamment par le prisme du numérique. Et on est ravis de l'accueillir, c'est Marc Jaja qui est avec nous. Salut Marc. Bonjour. J'ai tout bon là ? C'est parfait. Tu fais tout ça, Non, tu arrives à faire tout ça? Parfait. Impressionnant, bienvenue, on est ravis de t'accueillir, je l'ai déjà dit et c'est vrai. On t'a découvert sur Instagram. Alors d'ailleurs, on t'a découvert sous le pseudo La Rasbaille. Alors bon, bah déjà pourquoi? Et t'as changé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut parler de ça? Ouais. Non, oui, c'était la Rasbaille. Vous avez connu, je sais pas si. Je suis passé à Jet Jaja depuis. En fait, j'essaie de changer régulièrement d'identité ou de peau, voilà. Et je laisse les peaux mortes à qui veut s'en saisir. Enfin, peu importe. L'idée, en fait, c'était de changer. Enfin, j'essaie de penser mon compte en fait Instagram comme une série, quoi. Il y a la saison 1, la saison 2, et à chaque fois, il y a des personnages qui montent sur scène, qui apparaissent, qui disparaissent. Mais la Rasbaille, c'est un truc très particulier. Je sais pas s'il y a des Marseillais dans la salle. Est-ce qu'il y a des Marseillais? Hello. Ils sont discrets, c'est bizarre. Vous n'êtes pas des vrais Marseillais, visiblement. Non, c'est parce que c'est une jeune femme, donc elle soutient. Ouais, donc à Marseille, on sait ce que c'est. On jette des billes à la Rasbaille, enfin, si tu t'en souviens. Et quand on était petit, avec mon frère jumeau, avec les minots, enfin, comme on dit à Marseille, dans la cour d'école, quand on voulait se débarrasser de nos billes, on montait sur les hautes marches. On croyait que c'était qu'il fallait escalader le Mont Blanc, quoi, parce qu'on était petits. On montait sur les hautes marches, on prenait nos billes, on les jetait et on disait, il y a un truc vraiment avec la Rasbaille, c'est qu'il faut vraiment le dire. À la Rasbaille, et on le jette, il y a un G. Oh là là. Tu jettes quelque chose. Ouais, pardon. On a dit qu'on était queer. Mais voilà. Donc on jetait nos billes et les ramassait qui voulait. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai retenu de cette enfance-là et que j'ai essayé de reconduire sur mon compte. J'ai plein de trucs dans mes poches et dans la tête et je les jette et ramasse qui veut. Mais pour ramasser, il faut un petit peu se courber. Oh. C'est pensé, hein. Mais non, mais attends, c'est-à-dire que tu penses quelque chose, même à partir de ton sujet d'étude, parce que tu travailles là-dessus, donc tu arrives à faire quelque chose, à produire du contenu sur Instagram, et en même temps à aussi penser le contenu. Enfin, c'est méta, quoi. Méta de méta. Ouais, même. c'est méta. Alors après, tu vois ce que c'est. Tu penses après coup, tu fais croire que tu l'as réfléchi, etc. Ça s'est pas fait comme ça. Oui. C'est pas vrai. Emery qui fait ça. En vrai, t'es sur Instagram, t'es sur TikTok, tu jettes des trucs, et après tu vois ce que ça fait, tu le réécris ensuite. Mais il y a vraiment cette fidélité à mon enfance qui était importante. Et ensuite, j'ai changé parce que, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais c'est vrai que la fixité auquel nous oblige, les plateformes nous met parfois en danger, tu vois. On peut te rechercher dans les moteurs de recherche, on peut savoir quitter, ton identité peut circuler et à un moment donné, tu as l'extrême droite aussi qui peut se saisir. On les connaît bien, ceux-là. Voilà, qui peut se saisir de tous ces signes et s'abattre sur toi. Donc en fait, en changeant légèrement le pseudo, je me suis rendu compte que ça décalait aussi quelque chose dans la manière de me retrouver, de me qualifier, que ça annulait d'anciennes vidéos qui avaient été faites ou des articles un peu nuls qui avaient été écrits. Mais oui, mais moi, quand j'ai voulu te contacter pour t'inviter, je pensais que tu avais quitté Instagram. Mais c'est vrai, et je crois que c'est Pierre qui t'a retrouvé, donc ça peut avoir cet effet-là aussi. Ouais, après, c'est pas un grand geste artistique, mais c'est l'idée de brouiller suffisamment les coordonnées pour rendre le forçage de la serrure un peu plus compliqué. Et il y a un truc en tout cas qui est resté même après que tu as abandonné la Rasbaille, c'est ta présentation sur Insta. Il y a le drapeau LGBTQIA+, et le drapeau libanais. Ça veut dire que tu affiches tes couleurs d'entrée de jeu, en gros en disant restez pas. Peut-être que j'affiche pas mes couleurs, mais j'affiche la couleur. Enfin, on sait ce qu'on va trouver. Et en fait, c'était surtout une manière, et je l'affirme de plus en plus, de rendre hommage à une tradition, les queer of color, qui depuis les années 70-80, bien avant l'intersectionnalité, ont hérité eux-mêmes de concepts de la décolonialité, etc. Et ont pensé l'articulation entre genre, race, impérialisme, colonialisme, handicap. Je dirais pas avant tout le monde, mais ça a été une forte théorisation de ces questions-là. Donc je m'en inspire aujourd'hui. Ce que j'aime dans les Queer of Color, c'est qu'ils me donnent des outils pour penser aujourd'hui, en fait, en ligne, la manière dont on peut faire barrage, que ce soit à l'extrême droite, mais pas qu'à l'extrême droite, quoi. L'instrumentalisation des causes LGBT par des États qui se disent progressistes, ou même la manière dont des réactionnaires de leur propre communauté, à ces Queer of Color, peuvent parfois s'abattre sur eux pour établir un ordre hétéropatriarcal, etc. Et en fait, ce que j'aime aussi dans les Queer of Color, c'est qu'ils nous apprennent à inventer des formes d'écriture pour se protéger en même temps qu'on dit un truc.
parce que chaque fois que vous dites quelque chose, ça vous met en danger dans l'espace public, selon votre trajectoire, selon la manière dont vous apparaissez aux yeux d'autres personnes, quoi. C'est la raison pour laquelle, sur mon compte, ma parole, elle est un peu cryptée parfois. Il y a des formes très bizarres qui apparaissent. Parfois, c'est très pédagogique. Parfois, c'est des performances artistiques. Parfois, tu comprends rien. Je me transforme en crabe ou je me transforme en cafard. C'est assez étrange. Et c'est une manière de faire payer un coût d'entrée quand on rentre dans cet espace-là. Ok. Voilà. Et comment, justement, tu parlais de l'extrême droite, comment tu vis la récupération de l'extrême droite sur la lutte contre les discriminations, contre les LGBT? Ouais, vas-y. Bien, il vit bien. Mais parce que justement, pendant très longtemps, on a dit l'extrême droite, c'est les homophobes, et aujourd'hui, ils ont vachement récupéré ça. Ils ont récupéré ce combat contre l'homophobie, ils l'ont pris à leur compte. Ouais, c'est ce qu'on appelle des stratégies homonationalistes, qui vont consister à récupérer... Tu dis ça comme si c'était évident. Non, pardon, désolé. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que ça fait un peu... Oui, bon, en fait, c'est évident, enfin. Non, oui, c'est des stratégies qu'on appelle homonationalistes qui vont consister à récupérer la cause LGBT et à mettre à l'agenda un certain type d'ordre blanc, colonial, etc., en pointant du doigt lorsqu'on on défend par exemple des gays blancs, on va par le même processus inversement pointer du doigt des personnes qui les attaqueraient dans la rue, donc les personnes noires, arabes et tutti quanti, parce qu'on m'a demandé de le dire. Eh oui, c'est ton gimmick sur Instagram, tutti quanti. Et donc il y a aussi chez les Queer of Color une véritable responsabilité par rapport à cette récupération et une sensibilisation, une pédagogie qu'on doit faire continuellement, quoi. Voilà. Ok, très bien. Ok, merci pour cette mise au point. Merci beaucoup, Marc. Reste avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Le temps d'une petite pause musicale. Tu as fait une vidéo d'une demi-heure sur ta chaîne YouTube à propos de Maria Carey. Qui est tout à fait passionnante, de All I Want for Christmas. Et comme on est au mois de mai et qu'il fait peut-être 8000 degrés... on va attraper notre invité par une autre de ses marottes. Je pensais que Le numérique, dans lequel il virevolte, lui, comme un poisson dans l'eau. Et donc, Technology de Daft Punk, qui date de 2005, ne me paraît pas complètement déconnant. Vous êtes toujours sur Radio Nova, avec Juliette Arnaud, avec Aymeric Lompré, avec Pierre-Emmanuel Barré et notre invité... Le chercheur, Marc Jaja. Elle, c'est sa vie qui est une recherche permanente de sens, peut-être pas, de non-sens, assurément. Douli est avec nous. Ça va, mes petits culs? Oui. Ça fait plaisir. Alors déjà, pour commencer, j'ai réalisé qu'il y avait un gros souci avec mon prénom. Voilà, Douli, personne ne sait comment ça s'écrit. On me dit souvent, on a galéré à te trouver, ça fait 2 ans, on te cherche sur les réseaux. Ils tapent Dolly comme la brebis clonée, du coup ils tombent sur un mouton, ils comprennent pas. Mais il y a aussi Dewey, comme dans Malcolm. Je vous jure, il y a des gars qui m'ont dit, on t'a trouvé en tapant blonde avec une voix de clodo. Il y a quand même un journaliste qui m'a appelé Denis. Sérieusement, Denis. Mais il n'y a rien qui va en fait. Voilà, donc moi c'est Douli, D-O-U-2-L-Y, enchanté. Et justement, en parlant de chanter, mon Dieu, quelle plume! Non. En parlant de chanter, j'ai vraiment envie d'être chanteuse, déjà parce que j'adore chanter. Et puis il y a plein d'avantages à être chanteuse. Regardez-moi, par exemple, j'adorerais annoncer mes sketchs comme les chanteurs. Mais je peux pas, t'as l'air d'un con si tu fais ça. Et maintenant, je vais vous faire le sketch sur la sauce Gribiche, parce que c'est un sketch que j'ai écrit pour vous, avec le cœur, Paris. Sauce Gribiche. Quand tu es humoriste, il n'y a pas de les gens crient ton nom et s'arrachent le slip en pleurs parce que ton sketch sur la sauce Gribiche leur a changé la vie. Et t'imagines les gens, oui, sauce Gribiche, sauce Gribiche, sauce Gribiche. Et là, tu sautes dans la foule. Bah non, ça non plus, on peut pas sauter sur vous. En concert, le mec saute, les gens lèvent les bras. Moi là, si je saute sur vous, il y en a pas un qui aura le réflexe de me rattraper. Je vais m'écraser comme une merde sur les sièges. Vous allez vous dire, mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais oui, les chanteurs, eux, ils peuvent tout faire. Ils peuvent se droguer, avoir les cheveux gras, parce que c'est stylé de chanter coiffé comme un cul complètement défoncé. Même si je chantais mes sketchs, vous seriez pas debout à vous ambiancer. Qui fredonne un sketch dans le métro? Personne. Non, vraiment, je veux chanter. Par exemple, l'humoriste, on lui dit souvent, oh putain, attends, je te reconnais, toi, c'est toi le comique, c'est Denis, c'est ça? Attends, Jennifer, viens voir, viens faire un selfie avec Denis. Denis? Mais si, tu sais, la voix de Clodo, là. C'est très gênant. Les chanteurs, personne leur dit en soirée, ah, t'es chanteur? Bah vas-y, je t'écoute. Non. À chaque fois, il y a un boulet qui nous lâche. Ah, t'es humoriste? Bah vas-y, fais-nous une blague. Mais je ne fais pas de blague. Une blague, c'est comment on appelle une pute au régime, une grosse pute. Bah voilà, je ne fais pas ça. C'est très très lourd. En plus, avec Internet, maintenant, vous pouvez siphonner nos passages. Donc quand vous arrivez au spectacle et qu'on a le malheur de faire une vanne que vous avez déjà entendue, vous êtes déçus. Vous dites, oh là là, allez, c'est bon, ça y est, super, on a déjà entendu 600 fois. 600 fois, on la connaît, next. Alors que le chanteur, s'il joue pas le morceau qui est
t'as écouté 600 fois, t'es dégoûté. Vous imaginez, we are the world, we are the... Ta gueule, on la connaît, change de disque. Ça n'arrivera jamais. Et puis chanteur, c'est international, tu touches le cœur de tout le monde. Aya Nakamura, international, on la connaît en Corée, mon pote. Moi, il n'y a que le Coréen d'à côté qui me connaît. Je lui dis, délicieux ton bim bam bop, il me répond merci Denis, et puis ça s'arrête là. Je ne ferai jamais hurler de rire une salle de Coréens. La musique, il n'y a pas de frontières, pas besoin de comprendre les paroles. Moi, ça m'est déjà arrivé de chanter à tue-tête une chanson raciste. Ben oui, j'ai appris 10 ans après que c'était une chorale nazie. Alors après, il y avait des indices, hein, c'était en allemand et il y avait écrit marche militaire, mais peu importe. Pareil, quand t'es chanteur, t'as des musiciens, des choristes, tu vois, ça habille. Si tu te chies un peu ou que tu veux faire une petite pause, tu peux faire « Ah vous, je vous entends pas, ouais !» Quand t'es humoriste, si t'as un petit coup de mot au milieu d'un sketch, tu peux pas. Si je vous dis « Ah vous !» il se passera rien. Ça, c'est de la merde. Ah ben, il y a un gars torché en fond de salle qui a fait... Il y a quand même un côté iconique chez les chanteurs. Qui avait des posters d'humoristes dans sa chambre d'ado? Qui a des tatouages de comiques? Alors là, c'est Likaku. Là, c'est Popek. Et alors, je peux pas vous le montrer parce que je suis assise dessus, mais j'ai Harry Habitant aussi. Non, mais les gens peuvent baiser sur tes chansons, les gens ne baisent pas sur tes sketchs, ou c'est très très bizarre. Et puis, on entre rarement dans les souvenirs intimes des gens. Ah, je me souviens, c'est sur une impro de Redouane Bougueraba qu'on s'est rencontrés. Il a dit au mec à côté de moi, putain, t'as vraiment une chemise hawaïenne de gros fils de pute, on dirait que t'as sucé Carlos coup de foudre. On se marie sur tes chansons, tu n'arrives pas à la mairie avec un fond sonore, you wash it, you wash it, you wash it, you rinse, you rinse, you rinse. Moi, je peux pas arriver non plus sur scène, mini-short, brassière, avec des ailes en plumes, j'arrive du plafond sur une musique qui m'ambiance un peu ou je sais pas quoi, en mode normal. Non, faut qu'il y ait un gag derrière. Sinon, les gens vont juste se dire, elle a complètement pété les plombs, la pauvre. Elle sait plus quoi faire pour se faire remarquer, alors que j'avais juste envie de faire une entrée un peu sexy, tu vois. Voilà, donc pour toutes ces raisons, mes petits culs, pour toutes ces raisons, ne vous étonnez pas si je sors un album, parce que moi aussi, j'ai envie que les gens s'aiment sur mes chansons. Vous êtes chaud pour bouger vos petits culs sur mes chansons? Passez un très bel été, je vous aime. Douli, merci Douli. On pourra te retrouver sur scène pour ton nouveau spectacle en 2027. Ici à l'Européen, la billetterie est déjà ouverte. Merci Doudou, merci petit cul. On est toujours avec notre invité, le chercheur en culture numérique, Marc Jaja. Alors attends, déjà chercheur en culture numérique. Je t'ai présenté comme ça en début d'émission. Qu'est-ce que ça voudrait donc bien vouloir dire? En France, c'est pas une discipline scientifique. On a les médias studies et les sciences de la communication qui analysent la culture numérique, les médias, les phénomènes culturels, etc. Et donc moi, je suis dans ce champ-là et il y a des sous-champs, des thématiques, dont la culture numérique. Les études digitales, quoi. Grosso modo, à l'international, c'est un peu plus constitué, mais je dirais que c'est une sous-catégorie qui se reconstitue selon les laboratoires, etc. Voilà. Donc c'est un champ qui va analyser plus globalement, d'un point de vue philosophique, anthropologique, sociologique et tout canchi, la manière dont notre culture se tresse avec des dispositifs techniques, avec les médias, et se réélabore de manière constante. Voilà. Sans penser un avant et un après, où il y aurait le numérique qui arrive et qui change tout. On pense vraiment en termes de tressage et de fondu enchaîné. Eh ben, on entend plein de conneries en fait sur les réseaux sociaux en ce moment. Moi, je regarde beaucoup les chaînes d'infos en continu. Mais ben oui, parce que c'est ma passion. Plein de conneries. et on entend soit que ça appauvrit la culture, soit que ça l'enrichit. On entend aussi les deux. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce qu'il y a les deux? Est-ce que Eh oui. Bon, en fait, la question de la standardisation, elle revient depuis les années 20-30. Enfin, il y a tout un mouvement qui a travaillé sur les industries culturelles et qui parlait, voilà, de cette standardisation, de cet appauvrissement supposé. Alors c'est vrai, il faut pas le nier. Tu veux dire que ça date bien avant bien avant, le numérique, on s'en inquiète en permanence. C'est-à-dire la question du scroll, la question du geste qui appauvrit, la question des extraits qui circulent sans longueur. Il faudrait de la lenteur. C'est un truc en fait dont on entend parler depuis le XIIe siècle. Finalement, ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer, mais c'est vrai en plus. Hein. Il y a une opposition, une tension, notamment dans l'histoire de la lecture, entre le fait de lire profondément et intensément et le fait de lire par extrait. Il y a une rupture autour du XIIe siècle et ensuite ça
ça va se Attends, au poursuivre 12e jusqu'à siècle, on aujourd'hui. disait quoi, du coup Ouais, les jeunes, maintenant, avec leur papyrus, là... Ben oui. C'est vrai, ouais. Mais oui. Il y avait les vieux cons du 12e siècle. Ben, Bah oui, a c'est au priori, XIIe c'est siècle en fait qu'apparaissent un ensemble de technologies, les index, l'étape des matières, oui c'est ça, Il y avait le déjà rangement des alphabétique. paniques morales un peu là-dessus. Il y avait des sortes de paniques C'est-à-dire morales. qu'à On a commencé partir à du s'en moment, inquiéter. en tout cas. c'est-à-dire qu'il y a des outils qui apparaissent qui permettent de faciliter Exactement. la lecture et de la commencer par exemple à un tiers ou de la commencer par la fin. Exactement. On peut faire ça? Je te l'ai dit combien de fois, Eric? Arrête. Donc, en fait, c'est ça. Dès que la lecture pourrait ne plus être une chose parfaitement complexe, et ben, il y a des gens pour dire, ah bah, ça veut dire que c'est plus bon, ça n'a plus de valeur. Oui, parce que ça change notre rapport à la culture. Il faut aussi pouvoir l'intégrer. Hein. Il y a sans doute des problèmes, mais toute l'histoire de la lecture, elle est pleine de pratiques qui sont très hétérogènes. Et j'ai pas vu une civilisation s'effondrer parce qu'on avait mis une table des matières, un index et qu'il y avait des résumés. Il y a des problèmes qu'il faut pouvoir penser, mais il faut aussi relativiser. Puis toujours voir sur le long terme, en termes de configuration et en termes de pratique. C'est-à-dire, il y a une hétérogénéité des pratiques. Quoi. On ne peut pas généraliser. On avait prévu, enfin, les gens de ma génération ont beaucoup entendu avec le numérique, ça va foutre en l'air la télévision. Et on se rend compte que pas tant que ça. Alors, est-ce que c'est parce que la télévision a intégré ça et maintenant, c'est devenu des ponts pour aller voir des programmes sur les médias plus traditionnels? Ouais, c'est un truc qu'on étudie bien dans la discipline, c'est ce fondu enchaîné entre médias et comment d'anciens médias vont être réintégrés dans de nouveaux médias. Pourquoi? Parce qu'en termes de cognition, tu as besoin qu'un truc soit familier. Tu vas tomber sur une interface, tu n'as pas d'icône, tu comprends. Enfin, tu vois, tu es sur un traitement de texte, par exemple, si tu n'as pas des stylos, des trucs qui imitent la manière dont tu as appris à aller à l'école, tu vas rien comprendre. Donc, en fait, on est toujours sur des entremêlements et sur des fondus enchaînés. Ça a été le cas pour l'écriture dans les années 90, il y avait une panique morale là-dessus. En fait, on n'a jamais autant écrit. Enfin, voilà, c'est juste qu'on n'écrit pas selon une logique que les dominants aimeraient nous voir suivre. Voilà. Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est le problème de concentration. Et on dit que les réseaux sociaux, c'est de l'immédiateté et du scroll, comme tu l'as dit, et qu'on a du mal à se poser, à regarder un docu pendant 1h30 ou 52 minutes, comme on faisait avant. Est-ce que là encore panique morale ou est-ce que c'est quand même quelque chose que tu constates? Il y a des trucs chiants qui ne méritent pas plus d'attention. Hein, il faut pouvoir le dire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas pour l'émission. Mais... J'arrive à me concentrer plus de 5 minutes, donc c'est plutôt pas mal. C'est bon signe, le dispositif est bon. Non, mais c'est un truc. Enfin, la question de l'économie de l'attention, qui a bien été théorisée récemment. En fait, c'est une vieille question aussi qu'on retrouve depuis l'Antiquité. L'Antiquité, puis ensuite chez les mystiques chrétiens, on se demandait comment être attentif à la lecture, comment être attentif dans la méditation. Donc c'est un truc qui est vieux aussi. Ça ne veut pas dire, parce que c'est vieux, qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais il faut toujours le replacer dans une histoire longue. Qu'est-ce que ça veut dire être attentif? Être attentif à quoi? Quelles sont nos importances? Pourquoi ça nous importe à un moment donné d'être là face à quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours s'interroger sur les raisons pour lesquelles, à un moment donné, un support vient cristalliser un ensemble de paniques ou vient cristalliser oui, c'est ça, un ensemble de paniques qui permettent de mettre l'accent sur quelque chose plutôt que sur un autre. Pourquoi ils s'énervent là-dessus, alors, les conservateurs? Comment dire, à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, dans les années, quand on arrive au XXe siècle, il y a une panique morale sur la lecture. Oui. Ébric, là encore, cette panique. Il y avait 2 écoles. Il y a parfois des prolongations. Raconte-nous ça, ouais. En fait, oui. Salut Marc, tu peux y aller, en fait, on va continuer avec. J'ai du corpus, là, directement accessible. Non, mais c'est qu'en fait, on se demandait, et le jeu vidéo aujourd'hui, le cinéma et la télévision ont un peu pris ce rôle-là, on se demandait si ça influençait pas excessivement les jeunes, si ça pervertissait pas la jeunesse, parce qu'il y avait des romans, parce qu'il y avait des nouvelles, il y avait des fictions qui supposément mettaient les plus jeunes dans un état qu'on ne voulait pas voir circuler ou répandu. Donc, en fait, ça concernait à chaque fois spécifiquement la jeunesse. En fait, ils se branlaient complètement de savoir que la si jeunesse, les adultes... mais c'est très genré. C'est les femmes, oui. c'est les femmes, c'est les personnes racisées, et c'est les plus jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui, dans les marges, risqueraient si... ils acquéraient un certain nombre de savoirs, de s'émanciper. Voilà, c'est aussi ça qui est en jeu. Oui, il y a une sorte d'élitisme, tu veux dire. Bien sûr, ouais, c'est comme ça qu'on garde Émeric. Hein. il a dit quoi l'autre? Bon, vous réglerez ça en coulisses. Je te fais tous les poncifs comme ça, après on n'en parle plus. Il y a aussi le poncif de la nuance. On dit, comme le réseau social, ça doit être rapide, il va falloir aller droit au but, donc tu n'as plus le temps pour dire la nuance se perd. Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce que panique morale? Non, mais encore une fois, il faut penser en termes vraiment d'ensemble et d'hétérogénéité, quoi. On a des formes très très brèves,
T'as des fragments de Pascal, j'en sais rien, t'as des haïkus, on écrit tous des petites choses comme ça qui comptent aussi pour nous. Pourquoi on met l'accent excessivement sur des gestes comme le scrolling, auquel on va attacher des valeurs, ou sur un type de lecture qui serait longue et qui nécessairement serait intéressante? Je suis très content d'avoir des résumés parfois. Voilà, il faut juger en fait au cas par cas. Donc tu es plutôt optimiste, tu es plutôt... Ni technophobe, ni enthousiaste naïf. En tout cas, tu arrives à être technocritique, mais progressiste. Ouais, j'arrive à... Je sais même pas ce que ça veut dire, ce que je viens de dire. J'arrive à prendre du plaisir, mais ça marche. Mais ça marche quand même. Ça marche. Voilà, ça c'est fonctionne parfait. bien. Bon, merci. On va continuer à parler de tout ça. Merci, Marc. On va continuer à parler de culture numérique. On salue les gens qui nous écoutent en podcast et qui ont bien raison, parce qu'ils vont échapper à ce qui suit. Ce qui suit, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, l'universitaire Marc Jaja. On va continuer à discuter avec toi, à apprendre des choses avec toi, Marc, mais on ne peut pas continuer sans parler du sujet flippant du moment. La France a peur. Toutes les semaines, depuis 2 ans, je vous parle de panique et aujourd'hui, je voulais vous rassurer. Enfin, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait chaud, dis donc, cette semaine. Pouyouyouille. Oui, la température était la même que dans le slip de Patrick Bruel, multiplié par le compte en banque de son avocat. Alors, je voulais vous rassurer par rapport à cette chaleur avec des vrais spécialistes du climat qu'on a vu défiler sur les plateaux télé. Et on commence avec Daniel Riolo. Alors, vous allez me dire, mais il est commentateur de foot, lui? Oui, mais une fois, il a interrogé Jean-Marc Canicule, l'arrière-droit de Sochaux. Donc, quelque part, il a quand même une expertise. On l'écoute, c'était sur RMC. Il fait chaud, basta. D'accord. Eh ben écoutez, il y a Marina qui va vous Ouvre la répondre. fenêtre et tu mets un t-shirt. D'accord. Bah oui, bah, Et enfin, puis alors t'arrêtes de chouiner. Voilà, t'ouvres la fenêtre, tu mets un t-shirt et t'arrêtes de chouiner. Parce que sinon, tu vas te déshydrater, bien sûr. Il est médecin aussi, hein, Daniel, il sait tout faire. Enfin, il connaît le beau-frère de la femme de ménage du médecin de l'équipe de France. Hein. Faites pas chier les woke. Il est aussi spécialiste en sécurité. J'entends parler de sécurité. Je vais sécurité de quoi en fait? Mais sécurité il y a de déjà quoi? 7 morts là. Mais oui. Et les Mais cette mort de quoi? Bah, 7 morts de chaleur et De chaleur d'imprudence due à la chaleur. D'imprudence, mais pas à l'école. je m'en fous moi de l'imprudence, ils ont qu'à être prudents. C'était un message de la protection civile. Si t'es pas prudent, tu décèdes. Et d'ailleurs, si vous voyez Daniel qui se fait shooter par une kangou, pas imaginaire, hein, là, une vraie kangou, hein. Regardez s'il a traversé au rouge. S'il a traversé au rouge, vous le laissez. Il avait qu'à être prudent. Il détesterait que vous veniez l'aider. Donc laissez-le tranquille, d'accord? On enchaîne. On cause du rapport du GIEC sur CNews. Il ne faudrait pas croire que le GIEC, c'est un groupe où on fait des recherches scientifiques sur le climat. C'est un groupe avec des orientations politiques. Des gauchistes, hein. D'ailleurs, GIEC, ça veut dire Gramsci International Extrême Communiste. C'est évident, la science, c'est de gauche. Il n'y a que Didier Raoult qui est neutre. Il me manque, putain. Bon, alors j'ai tout regardé sur CNews, sur le climat, et tu sens que c'est pas leur zone de confort. Mais non, ils patinent, à moins que... Attendez voir. Le lien canicule-délinquance, on l'avait pas vu venir celui-ci. Les bouches à incendie sont pris pour cible par un certain nombre de délinquants. Ils les dégomment et ils profitent de l'eau. Et alors dans ces cas-là, vous n'entendez pas les écolos, c'est-à-dire que pour aller chasser le bourgeois qui remplit sa piscine, là il y a du monde. Mais visiblement, les bouches à incendie, ça n'intéresse personne. Alors les écolos, hein? Pour faire chier ceux qui niquent la planète, il y a du monde. Mais pour emmerder des mômes qui ont des logements dégueulasses et pas d'accès à des loisirs, il n'y a plus personne. Hein? Bravo le 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces jeunes? On devrait les priver de logements sociaux. Pour une grande partie, c'est là où il y a la concentration de RSA la plus élevée de France. On devrait couper le RSA. Les parents également qui laissent leurs enfants sortir, on devrait également couper les allocations familiales. Alors, on coupe tout, allez, hop. On les pend par les pieds, on leur fait la lecture du dernier livre de Gabriel Attal. Non, là, c'est peut-être trop. Allez, on conclut avec ce nouveau lien, donc, hein. Jules, sur ce nouveau lien canicule-délinquance. Ces gens ne sont pas seulement des délinquants, ce sont des conquérants. Moi, derrière ces images-là, derrière ces bouches d'incendie prises d'assaut, moi, je vois une sorte de conquête, une conquête territoriale, peut-être même une conquête identitaire. Oui, mais c'est très clairement une conquête identitaire, la bataille des bouches d'incendie. Ça restera dans les livres d'histoire, à côté de la lutte des clims et de la guerre des glaçons. Allez, hydratez-vous, c'est important pour le cerveau. Bonne survie à toutes et à tous. Merci Guillaume. Je regrette de ne pas plus les avoir écoutés cette semaine. Eh oui, ça fait du bien, un petit vent de fraîcheur comme ça. Mais bien sûr, mais j'aurais dû. Allez, on est toujours sur Nova avec Marc Jaja, qui est maître de conférences en études des médias et sciences de la communication à Nantes Université. Mais il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça, puisque nous, on l'a découvert sur Instagram et on se posait la question avec Guillaume. Tu parlais tout à l'heure de culture qui était tressée. Toi-même, t'es tressé.
Enfin, je dis ça, je le regarde, je vois bien que non. Parle Je pas de vois la bien que coiffure. pas. On parle pas capillairement Bien parlant. sûr que non. Non, mais tu as des identités très... C'est-à-dire tu as été prof, été chercheur, donc tu fais faire ça à des élèves et à tes co-religionnaires. Et dans le même temps, tu bosses aussi, enfin tu fais des choses, tu proposes des choses sur Insta. C'est si facile que ça d'être deux personnes. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être Clark Kent et Superman. Crois-je. Je suis irresponsable, je pense. Non, mais en fait, comment dire, le fait d'être à l'intersection de tout ça, je le théorise aussi, ça fait partie de mes recherches, ça m'intéresse à vie, mais c'est vrai que c'est dangereux. Quand dans un live, par exemple, t'as tes étudiants qui débarquent pour avoir leurs notes et que t'as un gars à qui j'ai parlé sur une application de rencontre qui du fait que les applications sont connectées entre elles à cause des algorithmes et tout, débarque en me disant pourquoi tu me réponds pas depuis 2 jours. Ah, mais je suis en train de comprendre pourquoi tu changes de nom tout le temps, en fait. C'est parce que tu ghostes énormément de gens. Ok. Très bien. Ah non, on avance. Heureusement que tu vois qu'on reste 2 heures ensemble. Non, mais il y a de ça, en fait. Il y a comment t'as beau essayer de jouer avec... non pas de jouer, mais de t'en tirer à bon compte avec toutes les traces que tu laisses. En fait, t'es dans un espace, dans des berges qui encadrent en fait tout ce que tu peux faire. Et t'es vite rattrapé par les logiques algorithmiques, par les plateformes, par leur industrialisation, etc. Donc voilà, je joue un petit peu, mais c'est quand même assez limité. Cela dit, c'est quelque chose que vous pratiquez tous. Enfin, je veux dire... on a tous des tas d'identités, de facettes qui s'expriment plus ou moins, et on a tous plus ou moins les ressources pour se permettre d'exprimer ces facettes dans un espace donné. Mais grosso modo, et c'est ce que montre la sociologie de Goffman, c'est qu'on pratique la séparation des moi, quoi. Grosso modo, vous voyez une commode, vous mettez en haut... Vous allez faire une blague, je sens. Non, je suis hyper attentif. Non, mais vous mettez en haut, je sais pas, vos slips, ou j'en sais rien. En bas, vous mettez encore... C'est marrant comment tout le monde met ses slips en haut. Arrêtez de mettre vos slips en haut. Enfin. C'est parce qu'on je suis pas en cours, j'oublie que je suis pas en cours. Non, mais grosso modo... Tu veux dire vous qu'on a mettez- des masques sociaux différents. Vous avez des masques sociaux différents, Sociaux, et puis pardon. vous les placez en fait dans chaque tiroir différemment. Et la gêne naît quand, à un moment donné, tu as un tiroir qui rentre en interaction avec un autre tiroir. Tu es par exemple dans un supermarché, tu es avec ta mère, moi ça m'arrive, et tu tombes sur des potes. Et donc le masque que tu montres généralement avec ta mère, oui. bon, bah voilà. Et on n'a pas tous les ressources pour accepter de tout montrer ou de montrer une partie sur scène. Voilà, moi, très progressivement, avec les ressources que j'ai aussi, qui sont matérielles, économiques, avec un poste, un statut qui me permet de pas craindre d'être viré, non pas quoi que je fasse, mais si je mobilise ou je traite ces différentes identités. Donc voilà, je les fais monter régulièrement sur scène, je les laisse prendre de la place et s'articuler les unes aux autres sans chercher la cohérence. Parfois, elles s'opposent, parfois, il y a une voix qui veut prendre un relais, parfois, il y en a une qui préfère parler de mystique, il y en a une autre qui veut parler de pédagogie queer, il y en a d'autres qui veut faire de l'analyse médiatique, il y en a une qui veut faire de la performance. C'est monter sur scène pour laisser toutes ces parts. C'est un conseil de Pessoa dans le livre de l'intranquillité. Quand vous n'allez pas bien, en fait, c'est que vous n'avez pas encore... Enfin, vous n'avez pas trouver la scène qui permet à toutes ces parts de s'exprimer. Donc j'ai tenté ce pari-là, ça a plus ou moins fonctionné. Je vais pas mieux que l'année dernière, mais un peu moins mal. Voilà. Alors, remets ta casquette de chercheur. Tu as écrit un article qui s'appelle Habiter WhatsApp, éléments d'analyse post-dualiste des interactions en espace numérique. Alors, comme ça fait peur. Mais l'idée, tu me dis si j'ai bien pigé, c'est que tu réfutes l'idée qu'il y a le monde virtuel et le monde réel. Tu dis que WhatsApp, c'est aussi du réel, c'est un autre espace du réel. Est-ce que ça a un lien avec ce que tu viens de dire? Ouais, carrément. Alors après, je l'ai écrit avec Yos Raglis, qui est une amie et chercheuse en sciences du langage. On a écrit cet article il y a quelques années, mais on est nous-mêmes les héritiers de plein de gens qui sont passés par là, hein, qui ont travaillé sur la question du tressage, de l'abolition de la distinction entre virtuel, réel, etc. Donc on est vraiment juste les héritiers de ça. Mais c'est l'idée que le réel est absolument partout. Quand vous rêvez, c'est réel. Quand vous écoutez un film, c'est réel. Et il y a des effractions permanentes, en fait. Par exemple, vous êtes en train d'écouter une série, tout d'un coup, tu as le téléphone qui sonne dans la série et tu regardes ton téléphone. Et donc, il y a en permanence des intrications et des entremêlements entre les cadres du réel. Voilà, c'est ce qu'on a voulu dire, en fait. C'est que WhatsApp, comme n'importe quel espace, fait partie du règne du réel. Il y a juste des entremêlements permanents, des effractions qu'on apprend à habiter et à accepter. Voilà. Et ce fantasme du monde virtuel pur et dur, il y avait le projet Zuckerberg, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, d'avoir... Facebook. non, mais Non, c'est son truc avec genre Sims, là. Il a Ouais, Second Life, mais le c'était- métavers. Non, c'était Métavers, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, est-ce que parce que visiblement ça fonctionne pas, est-ce que tu as analysé ça? Pourquoi cet échec? Est-ce que là, pour le coup, c'était trop virtuel et uniquement virtuel? Il n'y J'ai a pas pas- de pont, quoi? Honnêtement, j'ai pas regardé, mais Ouais. il y a toujours des ponts qui se font en ce moment. Il va me détester, celui-ci. J'ose pas. Bon, bref. C'est pas grave, je suis Zuckerberg responsable. Non, mais en ce moment, j'ai un crush. Voilà. J'ai un crush. Ah, et- ben vas-y, profite-en. Oh là là.
Et il nous écoute. Bref, et il est là. nous écoute. Non. Non, et je l'ai mis en plus en story là, enfin pas lui, mais ce qu'on fait. Non, je sais pas mis en story. Ah oui, il est en train de tresser. Là, il tresse. Non, il est en train de péter son tressage. Déjà, il suffit que je suive Remets les ton notes, masque bordel. d'avant, là, le masque du chercheur. Ça déborde tout le temps, j'arrive pas à me contrôler. Non. Téléporte-toi. Alors, Attends, il revient. Il revient. Tu étais où? basque chercheur. Masque chercheur. Alors, le métaverse. Non, le métavers. Non, en fait. Non, mais c'est juste qu'on joue à un jeu réputé queer, Star True Valley. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu. Non, vous jouez pas. Vous devez construire votre village, votre ferme, etc. Okay. Et en fait, bon, il est à distance, il est en Turquie, moi je suis en France, et on essaie de trouver des moyens de s'ajuster l'un l'autre, de commencer un petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et vous voyez bien que ça je ne peux rien dire. Si, J'allais dire que ça s'interpénètre, mais ça s'entremêle. Ça sent tout. Et voilà. C'est vrai que si tu te mets non, des mais pots de vous avez banane réagi sur toi-même. J à propos de la Raspberry, alors je sais plus. Voilà. Donc en fait, ça s'entremêle en permanence et on s'offre des panais et des légumes, je sais pas quoi, dans le jeu à un moment donné, et ça crée un truc. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir que il y a C'est de plus en plus intéressant, Marc. Non, Ah, merde, c'est-à-dire je me rends vous pas faites compte de ce du que je troc. dis. Si, vous faites du troc dans le virtuel. Voilà, c'est ça. Mais sauf que en fait, Ça a des effets réels. ça fait avancer votre relation Voilà. pour de vrai. Et c'est penser comment, que ce soit un métavers, que ce soit un multivers, enfin peu importe, que ce soit ce qu'on appelle le virtuel, crée aussi des formes de sociabilité, crée aussi des liens. Ça, c'est un héritage aussi des communautés LGBTQIA+, qui depuis les années 70-80 ont pensé une alternative à la manière dont, aujourd'hui, les réactionnaires, l'ordre hétéropatriarcal blanc violent occupent les espaces numériques. Il y a des savoirs à déterrer. Il y a de nouvelles manières de faire lien à déterrer. Voilà. Eh bien, on va aller encore plus loin que ça. Tu vas voir, Marc. Eh ben. Bon, alors on me dit dans mon oreillette que peut-être pas aussi loin. Parce qu'il y en a un qui s'interroge, il y en a un qui mène l'enquête. On l'appelle Bernard de la vie d'une bière ici. Émeric Lombray est là et il va nous faire sa séquence tant attendue. Ce que vous ne savez pas sur l'invité, que même l'invité ne sait pas sur lui-même. Juste après le jingle. Émeric, si c'était le seul chroniqueur, ce serait lui le meilleur. Le petit bisou. Très mignon. Aujourd'hui. Elle parle de moi là? Bah oui. Il va Aujourd'hui, carrément. bon, Oui, pardon. c'est déjà compliqué pour moi. Là. Aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, quelque chose de fou. Mais non. Putain, vivement France Inter. Allez, bon. Car vous n'êtes pas censé sans le savoir, mais Quoi? Marc Djaja est l'inventeur du reggae. Mais non. Mais c'est pas vrai. Il nous Djaja. Je suis un vin aussi. Djaja. Babylone. Quand je dis Babylone, vous dites Burn. Babylone. Chantier naval. Non, c'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Oh. Et oui, tout le monde pensait que le reggae venait de la Jamaïque, mais non, c'est bien d'Aubenas, en Ardèche, que Marc et ses amis ont inspiré les Bob Marley, les Jimmy Cliff et autres Bernard Lévillier. C'est donc de votre maison familiale à Aubenas qu'en 1989, Marc, issu d'une famille de loueurs de canoës, créa le reggae. À l'époque, vous êtes fan de musique et avec trois de vos meilleurs amis, Pierre, Paul et Cédric, dommage. Eh oui. Il y avait Rachid aussi. Vous commencez à acheter des instruments afin de former votre groupe et ainsi prendre votre envol loin de Babylone. Burn. Faites chier, faites un peu plus là. Babylone. Vous vous rendez donc dans le magasin de musique de Vallon-Pont d'Arc, Music and Sanglier Le Store, souvenir me revient. et vous revenez avec une batterie, une guitare, deux tambourins et une terrine. Vous décidez donc de vous réunir chaque mercredi dans la Grange à Pagaie et ainsi commencer les répétitions. C'est au bout de quelques mois que vous vous rendez compte que vous êtes très mauvais, que le rythme et la justesse ne sont pas vos alliés. Tout sonne faux, à contre-temps, et c'est là que naît le reggae. Votre premier nom de groupe, Ja Rivortar, connaîtra un certain succès et fera le tour de la Drôme Ardèche, jusqu'à votre grande date tant attendue au marché nocturne de Saint-Martin. Lieu de convoitise et de richesse. Regardez sa super voiture sans permis, entendons-nous dans les travers du marché. Et puis ce 7 mars, l'accident, puisque votre groupe, Ja Rivortar, est installé à côté du stand du grand collectif de circassiens cracheurs de feu, les Fire Fadé.
Et c'est sur les premières notes de votre tube phare. Vous êtes des là, j'attends depuis 30 minutes que... Vous comprenez pourquoi c'est la dernière, c'est la dernière. Non, très souvent. Viens, on échange des paniers. Non, attends, alors... T'es plutôt pané ou Attendez, c'est pas commencé. Bon, je recommence tout. Pull up. Non. Puisqu'en effet, la proximité des dreads de Paul et le collectif Fire Fadé fait mouche. Paul s'embrase sous les applaudissements de badauds médusés, mais surtout défoncés. Il s'en sortira vivant, mais avec de lourdes séquelles mentales, puisqu'aujourd'hui, il est connu sous le nom de Darmanin. Suite à l'accident, vous vous coupez les cheveux, lâchez les instruments, revendez vos attrape-rêves et décidez de rentrer dans Babylone. Cependant, le reggae continuera de vivre et d'exister pour le bonheur de personne. En tout cas, nous pouvons juste vous saluer d'être allé au bout de vos rêves, et c'est souvent ce que l'on dit dans notre émission Dream Bigger. Merci de m'avoir écouté. Merci, Émeric. Incroyable. Merci beaucoup, Émeric Lompré. On se sent toujours un peu moins bête après une chronique d'Émeric. Et j'ai peur que ça soit à cause de la comparaison. Juliette. C'est moi. Est-ce que tu as écouté le duo Pascal Obispo-Renaud? Oui. Est-ce que c'est ça qu'on va écouter? Non. Ouais. Vous l'avez pas écouté? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne faites jamais ça. Allez, si vous faites partie des gens qui ont eu beaucoup de chagrin à l'annonce de la mort il y a quelques années du rappeur Mac Miller, petit moment émotionnel puisqu'on va écouter un titre posthume enfin sorti par Thundercat, toujours à la basse et en duo avec Mac Miller, donc She Knows Too Much. La dernière. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Marc Jaja, chercheur en culture numérique. Et elle vient de nous rejoindre et elle cherche la petite bête partout, dans les mares, dans les forêts, dans les océans. C'est Marie Trévert. Calmez-vous. Le 15 mai dernier, Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique, a annoncé, le cœur rempli de larmes, que les derniers cétacés de Marineland Antibes, fermés depuis janvier 2025, pourraient être transférés en Espagne avant la fin juin. Dans le lot, Wiki et Keio, les deux dernières orques du parc, et 12 dauphins qu'on traite comme un problème logistique. Direction pressentie, Loro Parque à Tenerife, un parc où les spectacles continuent, où plusieurs orques sont déjà mortes ces dernières années avec des bassins dégueulasses et où les scientifiques espagnols ont déjà émis un avis défavorable à leur accueil. En gros, un Erasmus de l'enfer. Bref, Mathieu Lefèvre a dit qu'il y avait urgence à sortir de l'impasse. Alors derrière le mot urgence, il y a surtout une question. Urgence pour qui? Pour les animaux? Ou pour calmer Parques Reunidos, le groupe propriétaire de Marineland qui menace l'État français en justice pour obtenir les permis d'exportation, vider le site et récupérer les terrains et les animaux. En gros, on ne règle pas la souffrance des cétacés, on règle un conflit immobilier avec des orques dedans. Bref, 5 ans après avoir voté une loi pour mettre fin au spectacle de cétacés, l'État est en train de se coucher devant le lobby de la captivité. Et si ça passe presque tranquille, c'est parce qu'on nous a appris à ne pas voir la captivité comme une violence. On nous a appris à y voir une super belle histoire, une orque sympa qui éclabousse Kevin, 8 ans, pendant que du bout de ses doigts tout gras, il fourre un churros dans sa bouche et découvre la magie du vivant. C'est sûr que pour comprendre l'océan, rien ne vaut un mammifère marin dépressif dans du chlore avec du David Guetta en fond sonore. Alors spoiler, cette peluche de 6 tonnes, disponible à seulement 49,99 € à la boutique, n'est pas heureuse. Elle travaille, elle se soumet et elle souffre. Les parcs marins ont réussi un exploit, dominer et transformer un super prédateur océanique en intermittent du spectacle sans convention collective. Stress, comportement stéréotypique, perte de dents, nageoire dorsale affaissée, espérance de vie réduite, tout indique que la captivité les détruit. Mais pour l'industrie, cette souffrance reste un actif. Une orque captive, c'est un capital vivant, une machine à cash qui mange de la sardine congelée. Et pourtant, la science raconte autre chose. Les orques sont des animaux sentients, sociaux, avec des cultures et des intérêts propres. Dans la nature, elles vivent en famille, elles communiquent avec des dialectes, elles chassent ensemble, elles transmettent des savoirs. Alors nous savons qui elles sont, mais nous continuons à les gérer comme des stocks, comme si être sensible, c'était intéressant pour un documentaire Arte avec une super belle voix off en fond, mais pas suffisant pour changer notre façon de les traiter. Pourtant, il y avait une autre piste pour les cétacés de Marineland, les sanctuaires.
Ok, un sanctuaire, c'est pas la liberté fantasmée de sauver Willy. Wiki et Keio sont nées captives, on ne va pas les relâcher demain dans l'Atlantique sur du Hans Zimmer avec un beau coucher de soleil. Mais un sanctuaire marin, c'est une réparation qu'on arrête à minima de demander à ces animaux de financer leur propre prison. Des espaces côtiers fermés, en eau de mer, sans spectacle, sans reproduction commerciale, avec un suivi vétérinaire et scientifique, ont été proposés à plusieurs reprises au gouvernement. Un transfert à Tenerife, ce n'est pas juste un trajet en avion, c'est du stress, des séparations, des habitudes brisées, des soigneurs qu'on maltraite aussi et qu'on n'écoute pas. Parce qu'on n'en peut plus de ces promesses pas tenues. On nous dit, on interdit les spectacles de cétacés, puis 5 ans plus tard, quand il faut assumer les conséquences de la loi, l'État recule, tremble, temporise, et finit par appeler solution ce qui ressemble plutôt à une capitulation. La réalité, c'est que Wiki, Keio et les dauphins sont coincés entre une loi censée les protéger, un groupe privé qui les considère encore comme sa propriété et un État qui a peur de payer des dommages et intérêts à Parques Reunidos. Donc non, ce transfert n'est pas une solution, c'est une décision assez sordide, une victoire de plus offerte au lobby de la captivité. Alors, Monsieur Lefebvre, tenez vos engagements, ne pliez pas devant Parques Reunidos et ne sacrifiez pas ces animaux. Et nous, signons les pétitions, relayons les associations, interpellons, taguons Mathieu Lefebvre partout où c'est possible. Dans cette histoire, notre vraie force, c'est le collectif. Faire du bruit et empêcher que cette décision ignoble se prenne dans le silence. Car si les orques ont des dialectes, apparemment le ministère, lui, ne comprend que la pression publique. Et au pire, monsieur le ministre, si vous voulez vraiment sortir de l'impasse, je vous propose une immersion, 3 semaines dans un bassin municipal chloré, 2 spectacles par jour. On vous donne une sardine par promesse tenue, stimulation positive au quotidien, puis transfert aux Canaries quand vous aurez perdu toutes vos dents. Et on appellera ça le plan national de sensibilisation des ministres au bien-être animal. Alors non, on ne réparera pas notre lien en vivant en changeant l'adresse de la captivité. On le réparera quand on cessera de traiter les animaux sensibles comme des biens à déplacer, des corps à rentabiliser, des vies à administrer. Wiki, Keio et les dauphins n'ont pas besoin d'un autre bassin commercial, ils ont besoin qu'on tienne une promesse, celle de mettre fin à leur exploitation. Le contraire de la captivité, ce n'est pas un bassin plus loin de nos yeux, c'est tenir parole, monsieur le ministre. Merci de m'avoir écouté. Merci Marie. Marie Trévert. Merci beaucoup. On te retrouve sur YouTube, ta chaîne YouTube, La Boîte à Curiosité, sur les réseaux sociaux aussi, et en librairie, Le Scarabée Volant. Pour faire le lien avec notre invité Marc Jaja, on va continuer à parler des cétacés, puisque tu as analysé une vidéo il n'y a pas longtemps, faite en IA, d'une maman baleine qui allaite son petit. Qu'est-ce qui t'a... Qui allaite, on met des guillemets, puisque voilà, a priori c'est de l'énorme fake. Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans ? Déjà que ça a joué sur mon ignorance, parce qu'au départ, j'étais pas sûr. Et je pense que ça vous arrive aussi. Il y a des phénomènes d'ambiguïté où tu regardes, tu demandes, et ça t'arrête. En fait, c'est toute la stratégie aussi du hook où le temps de désambiguïser ça, t'as envoyé un signal positif à l'algorithme. Donc en fait, je tombe dessus, je comprends. Bah ouais, c'est des techniques aussi qui sont utilisées par ces gens. Et donc je tombe dessus, je comprends pas trop. Puis après, je regarde d'autres vidéos et je vois en effet que c'est de l'IA. Et là, ce que j'ai essayé d'analyser, c'est toute la mythologie autour du lait qui est déversé. Quasiment comme un puits qui jaillit comme ça dans l'eau, alors que dans la nature, en fait, les cétacés allaitent, en effet, mais pas de manière aussi spectaculaire. Oui, et on voit vraiment un énorme jet de lait. C'est un jet, en fait. Et il y a toute une idéologie du lait, il y a toute une idéologie même coloniale, en fait, du lait, parce que dans certaines régions du monde, le lait est utilisé, dans une logique d'exploitation, des animaux au service des pays du Nord. Donc là, il y a une sorte d'esthétisation du lait. Il y a une sorte également d'exploitation un petit peu romantisée, alors que, je suis pas une femme, mais les études et puis même, je veux dire, les récits qu'on a montrent que la notion d'allaitement est compliquée, il y a des ambiguïtés, elle n'est pas toujours réalisée avec une telle perfection, avec un tel affect. Enfin, il y a des ambiguïtés, il y a des zones d'ombre, etc., qui ne sont jamais montrées dans ce type d'IA. Donc voilà, j'ai essayé de travailler sur la question de la politique du lait et du déversement, mais surtout la naturalisation de cette politique, parce que généralement ces vidéos d'IA sont faites aussi par des gens qui ont un agenda caché. Il s'agit de mettre en avant un ordre naturel qui est tout lissé, qui est pur et qui correspond en fait à ce que l'ordre hétéropatriarcal veut mettre en avant, c'est-à-dire l'allaitement à tout prix, imposé à tout le monde. On arrive à remonter aux gens qui ont fait ces vidéos ? Non, mais on peut les soupçonner. Tu vois quand même, à travers l'étude qu'on peut en faire, sachant qu'ils se présentent toujours de manière naturalisée. On va nous dire c'est des IA, c'est pas grave, etc. Tu vois quand même des signaux qui se répondent les uns les autres. C'est souvent mettre
en avant un agenda spécifique qui est celui de la pureté, qui est celui, dans le cas de l'allaitement, d'une forme en fait de relation avec l'enfant qui est imposée. Et donc on voit aussi en miroir comment les humains en permanence réencodent leur propre manière de penser et les projettent dans l'univers animal, ce qui est en fait une manière aussi de jamais rencontrer l'autre radicalement. C'est-à-dire que quand on anthropomorphise par exemple les orques, on se refuse la possibilité de rencontrer un être qui est radicalement différent et donc de mettre en place les conditions de la rencontre. Et si je peux rajouter un truc, ce qui est fou, c'est que ces images, elles me font penser exactement aux publicités qu'utilisent les lobbies du lait. Genre les pieds de vache, où il y a une espèce de fontaine de lait magnifique, on a envie de se baigner dedans. Et c'est exactement la même chose. C'est la lave nourricière qui se déverse dans l'eau. En plus, à part que c'est blanc, parce que forcément, il faut bien que... Voilà, on dirait plus un puits de pétrole que... Oui, tout à fait. C'est une logique vraiment d'expulsion, quoi. Voilà. Avec tout ce que ça rejoue aussi en termes de genre, en termes de, peut-être de masculinité, etc. Enfin voilà, j'ai compris l'arrière-plan. Mais on me l'a suggéré en commentaire de la vidéo. Moi, je l'avais pas nécessairement. Il y a plein. D'ailleurs, j'adore les commentaires pour ça. C'est un cœur quasiment. On travaille ensemble, on ajuste. Et ensuite, de vidéo en vidéo, j'affine un petit peu. Je vais aller voir d'autres études, etc. Donc, on pense ensemble. C'est en fait ces objets qui sont compliqués à appréhender et qui sont faits pour passer sous les radars. Et sous notre vigilance, quoi. Pour qu'on se dise c'est juste une IA, c'est juste un truc comme ça marrant. Non, c'est plus compliqué. On va dire ton arrobase Instagram, parce que là on est en train de parler de ton compte Insta. Il y a des gens dans le public tout à l'heure qui m'ont dit mais on n'a pas dit. C'est Jed. Alors j'ai changé depuis. Voilà, c'est pour ça. Et depuis la chronique, donc cherchez pas Raspail. Donc c'est JED-Jaja. Voilà. Allez vous abonner. Et bientôt ce sera autre chose. Merci beaucoup Marc. Merci Marie. Pour rendre hommage à vos deux prénoms bibliques, on va écouter la liturgie capitaliste. C'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, le chercheur Marc Jaja. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, chanter un mégot lancé dans une forêt de pins sur la route des vacances en pleine canicule? C'est aussi une question que se pose Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez, on n'a pas le temps. Non, sérieusement, on n'a pas le temps. Je commence. C'est la dernière émission avant 2 semaines de pause. Il y a plein de sujets à traiter. Je vais essayer de faire vite. Alors, il a fait chaud cette semaine et c'est que le début. Mon conseil santé, quand la canicule reviendra, vaporisez-vous régulièrement le visage avec de l'eau. Si vous êtes climato-sceptique, remplacez l'eau par de l'acide sulfurique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que la banquise qui fonde. L'astuce bonus, pour vous rafraîchir, n'hésitez pas à réquisitionner les bureaux climatisés qui ne servent à rien. Nous, ça fait 4 jours qu'on est dans celui de Mathieu Pigasse. De toute façon, il y est jamais, il est tout le temps à la télé. Il est urgent de mener la bataille culturelle et de redistribuer les richesses. Banquier d'affaires, ça gagne combien par mois? Alors, je pense que la priorité, c'est quand même la bataille culturelle. Suite aux fortes chaleurs, le nombre de noyades est en augmentation partout en France. Dernière en date, celle de Raphaël Glucksmann, mardi dernier, sur le plateau de TF1. C'était horrible à regarder. À chaque question, il était là. Le seul truc qu'il a réussi à articuler entre 2 bégaiements, c'est « Je me laisse 3 mois, j'ai envie de me battre ». Alors ça tombe super bien, Raphaël, parce que moi aussi, dès que je te vois, j'ai envie de me battre. Rendez-vous ce soir à 23h sur le parking du Auchan de Vitry. Tu peux ramener tous tes potes, je suis chaud pour un 2 contre 1. Sinon, il y a la contrôleuse générale. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il y a trop d'actu. Il y a la contrôleuse générale des prisons qui a rendu son rapport et comme chaque année, c'est catastrophique. Surpopulation, insalubrité, violence, personnel au bout du rouleau. Imaginez que vous êtes dans un collège, mais 24 heures sur 24. Il y a des taux d'occupation jusqu'à 300% dans certains établissements. Comment est-ce que vous voulez que ça se passe bien ? Moi, déjà 2 heures dans le bureau de Mathieu Pigasse avec Émeric, je ramasse le premier truc long et pointu qui traîne pour essayer de le planter avec. Après, Guillaume, il est là, repose-moi 63% des ex-détenus récidivent dans les 5 ans. Le tout carcéral, ça ne marche pas. Pour lutter contre la délinquance, il faut s'occuper des causes, la précarité, la ségrégation territoriale et raciale, la justice de classe, la détresse psychologique et le patriarcat qui normalise des rapports de domination. Quand on a une couille coincée dans la portière, la première chose à faire,
c'est pas de prendre un Doliprane. Politique, Édouard Philippe a déclaré qu'il restera candidat à la présidentielle même s'il devait être mis en examen dans l'enquête sur des faits présumés de détournement de fonds publics au Havre. Mais c'est super. Mais reste candidat, Édouard. On veut aussi Attal, Villepin, Wauquiez, Retailleau, Braun-Pivet, Linard, Bertrand, Borne, Darmanin. Comme ça, vous éparpillez bien les voix de la droite. On veut que votre premier tour ressemble à une merde en spray un lendemain de cuite. Gérald Darmanin, justement. Gérald Darmanin, qui n'en finit plus de courir après le RN, le ministre de la Justice veut geler l'immigration légale pendant 3 ans. Alors, à la limite, si Gérald veut plus voir d'immigrés, est-ce que ce serait pas le plus simple de le geler, lui, pendant 3 ans, hein, il va rester comme ça. Il va rester comme ça jusqu'en 2029, sans langue, parce qu'avec le froid, elle sera restée collée au trou de balle de Bardella. Allez, un peu de culture. La pièce de Patrick Bruel au théâtre Édouard VII a été perturbée par le collectif Nous Toutes. Je cite le témoignage d'un spectateur présent ce soir-là. C'était honteux, gênant et vulgaire. Heureusement qu'il y a eu l'intervention des féministes pour interrompre ce spectacle à chier. Et un petit fait divers pour terminer. En Aveyron, un chasseur a tiré sur une pie parce qu'elle faisait trop de bruit. Non. Alors il a raté la pie, mais il n'est pas rentré bredouille puisqu'il a eu le visage du voisin. Hein. Alors après, les accidents de chasse, ça arrive souvent. Moi, je vois, il y a 2 semaines, je me promenais en forêt et là, je tombe sur un chasseur qui s'était ouvert la cuisse avec son couteau en essayant d'achever un sanglier. Alors comme moi, contrairement à lui, j'ai un cœur. J'ai pris ma ceinture pour faire un garrot et je l'ai sauvé. Regardez comme il est mignon. C'est mon nouvel ami sanglier. Hein, il s'appelle Eugène. On est copains comme cochons. Si la famille du chasseur nous écoute, le corps doit être encore quelque part dans le massif de l'Égoile. Mais à mon avis, il s'est déjà fait bouffer par des renards. Hein, pour une fois, il aurait été utile à la nature. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, merci Pierrot. Pour retrouver un spectacle en duo avec un certain Émeric Lomprey que je connais bien, en tournée partout en France à partir de janvier. La billetterie est ouverte. Il est 19h21 sur Radio Nova. C'est l'heure de notre séquence L'invité de l'invité. C'est notre invité Marc Jaja qui a choisi de nous présenter Ouda Assal qui est avec nous. Bonsoir. Salut Ouda. Bienvenue. Merci. Bienvenue parmi nous. Ouda, t'es socio-historienne. Oui. Déjà bravo pour ça. Spécialiste des questions de racisme, d'immigration, d'islamophobie. Et tu travailles en ce moment plus précisément sur le racisme anti-palestinien. Eh oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce racisme-là? Nous, on le classait dans les autres, quoi, mais tu nous dis que pas forcément. Alors, pas forcément. Le concept a été développé justement parce qu'il y a eu des spécificités au racisme anti-palestinien. Et une des spécificités principales, c'est que c'est un racisme qui vient d'une colonisation de peuplement, qui est le sionisme, mais qui en fait s'inscrit dans les colonies de peuplement à l'européenne, par exemple aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays du Nouveau Monde où des populations européennes sont arrivées pour remplacer en fait les populations autochtones qui arrivaient. Et du coup, cette colonisation de peuplement en Palestine, elle vise en fait le remplacement et l'effacement de la population. Donc c'est un racisme d'effacement qui vise pas seulement à exploiter, etc., les populations sur place, mais qui vise vraiment à les faire disparaître, en fait. Et alors, on voit ça au début de la création de l'État d'Israël avec la Nakba, et donc le moment où la grande catastrophe arrive, où en 48 l'État d'Israël est proclamé, il y a la guerre, et là, il y a un nettoyage ethnique planifié. Et puis, petit à petit, de grignotage de plus en plus de terres, etc., la colonisation, l'occupation, et on arrive au génocide. Et donc ça, c'est vraiment le concept même de racisme anti-palestinien. Il faut déshumaniser, effacer les Palestiniens. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que tu nous expliques que l'islamophobie, ça suffit pas. Le racisme tel qu'on le connaît, ça suffit pas. Il faut rajouter une couche. En fait, c'est pas qu'il faut rajouter une couche, c'est qu'en fait, le racisme, de manière générale, il a visé plusieurs populations dans l'histoire et dans le temps, et dans les espaces différents. Et du coup, parfois, on a besoin, pour expliquer chaque forme de racisme, d'une spécificité. Donc, par exemple, l'islamophobie, justement, c'est spécial. Depuis 30 ans, on a quelque chose de très particulier qui vise les musulmans comme l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur principal. C'est la nouvelle haltérophobie. En gros, c'est l'obsession de tout le monde. J'ai pas à vous expliquer ça. Et le racisme anti-palestinien, en fait, il est antérieur, puisqu'il date des débuts du sionisme. Bon, on peut l'inscrire, bien sûr, dans l'orientalisme et la colonisation européenne et le racisme anti-arabe, bien sûr, mais quand même cette spécificité de l'effacement, d'abord. Et puis ensuite, il y a d'autres spécificités à ce racisme, c'est qu'il ne vise pas seulement les Palestiniennes et les Palestiniens en tant qu'individus, mais il vise en fait le peuple en tant que peuple et ses droits à la terre.
Donc il y a vraiment une attaque et une invisibilisation de l'existence même du Palestinien et du Palestinien en tant que peuple, mais aussi en tant que cause politique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que aussi ils visent des gens qui sont des alliés de la cause et qui en fait défendent les narratifs des Palestiniens. Et donc, il peut viser évidemment d'abord le Palestinien qui raconte son histoire, qui raconte la Nakba, qui raconte aujourd'hui le génocide et toutes les horreurs que fait l'État génocidaire. Là encore, j'ai pas besoin de vous convaincre, je pense ici. Mais en plus, du coup, mais on est très écoutés à l'extrême droite, hein, donc n'hésite pas à faire de la pédagogie quand même. Mais malheureusement, ça peut, tu vois. Mais malheureusement, pas que à l'extrême droite. Oui, je pense que le concept de racisme anti-palestinien, il est très important pour la gauche aussi, pour comprendre que ce qui se joue là, c'est pas justement une question de deux voisins, deux peuples. Enfin, il y a vraiment une question de coloniser, de colonisateur. C'est pas juste des questions de on a infériorisé les Palestiniens comme on infériorise tout un tas de populations avec le racisme. Le but, c'est vraiment de les éradiquer. Donc, on est vraiment dans un racisme d'effacement. Et juste, je veux revenir sur l'histoire de la contagion, parce que je pense que ça t'intéresse, vu que tu es contaminé par le racisme anti-palestinien. Toi, Pierre-Emmanuel, enfin vous tous, en réalité. Soutien à Hakim Omiri aussi, qui est très contaminé. Et du coup, vous avez... J'espérais me faire applaudir moi et je fais applaudir Hakim, c'est pas grave. Et du coup, en fait, il y a un peu une gradation dans ces attaques et dans la répression qu'on reçoit. Donc évidemment, les Palestiniennes et les Palestiniens sont les premiers visés. Et là, je peux citer, et vous pourrez les applaudir, tous les camarades, militants, intellectuels, prisonniers palestiniens qui subissent la répression. Donc je peux citer Omar El Soumi qui est à Urgence Palestine, Salah Hamouri qui est en ce moment réprimé. Ramisha, tout un tas d'autres personnes un peu moins connues, et aussi des prisonniers. Il faut savoir qu'en France, sur demande de l'État d'Israël, on peut avoir des Palestiniens qui sont emprisonnés en France, et c'est le cas d'Ali, dont on a un petit peu entendu parler ces derniers temps, qui est incarcéré depuis 2 ans en France, alors qu'il avait le statut de réfugié, juste parce qu'Israël a passé un petit coup de fil pour dire lui, on a des soucis avec lui, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe. Donc soutenez aussi la campagne pour Ali, mais tout ça pour dire que voilà, cette répression, et bien sûr, soutenez tous les gens comme des chercheurs qui sont réprimés, François Burga, enfin, je ne sais même plus lesquels citer, mais en tout cas, voilà, il y en a beaucoup. Il y a cette fameuse accusation d'antisémitisme qui plane sur tous les gens qui parlent du conflit en ce moment. Toi, comment tu la vis en tant que chercheuse? Parce que toi, tu travailles sur le réel. Eh oui. De toute façon, sur le racisme, c'est toujours un petit peu compliqué de travailler. Et sur la Palestine aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Mais je pense que surtout, ce qui est... Mais ce que je veux dire, pardon, c'est pour préciser ma question, c'est que toi, tu es dans une quête d'objectivité en tant que chercheuse. Encore, bon, nous, on donne notre opinion, on fait des blagues, donc à la limite, on s'en fout. Mais toi, ça disqualifie ton travail, ces accusations. En tout cas, ça tente de disqualifier. Oui, et ça disqualifie encore plus selon qui est ta personne et qui tu es, évidemment. Mais ça, à la limite, c'est un autre débat. C'est pas tellement l'objectivité qui compte, c'est la réalité des faits. Alors, pour le coup, c'est pas, moi, je me revendique pas comme objectif. Je pense que les chercheurs, en général, on a dépassé ça depuis longtemps. On parle tous d'un point de vue situé. Mais par contre, oui, bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, le réel, c'est vraiment très, très difficile. Mais sur l'antisémitisme, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit, en fait, dans la création de l'État d'Israël depuis le début, dans tous les narratifs. Pourquoi je parle de racisme anti-palestinien? C'est que c'est inaudible parce qu'on ne parle que d'antisémitisme. Et du coup, il y a une espèce d'inversion accusatoire permanente. Alors, sur place, pour les Palestiniens, les accusés d'antisémitisme, c'est vraiment lunaire. Mais par ailleurs, ici aussi, évidemment, c'est l'accusation ultime, ce qui fait beaucoup de mal à la véritable lutte contre l'antisémitisme, parce que des antisémites, on en a plein, mais ce n'est pas les défenseurs de la cause palestinienne, en général. C'est pas vous, c'est pas vous. Et ni vous. Et tu parlais avant donc de la volonté d'effacement d'un peuple. On a l'impression que c'est clairement assumé aujourd'hui par le gouvernement israélien, qui s'en cache pas, qui sont pas en train de dire on fait autre chose que ça. Malheureusement, c'est assumé par le gouvernement israélien, mais c'est aussi assumé par tous les États complices qui continuent à armer l'État d'Israël. Et il faut faire attention parce que ce qui se passe en Palestine continue à s'aggraver. Le génocide n'est pas terminé à Gaza et la situation ne s'améliore pas du tout. Il y a encore des bombardements, il y a encore la famine, etc. Et par ailleurs, ce qui se passe au Liban aujourd'hui, c'est la continuité d'exactement la même politique qui est à la fois une politique de génocide et d'éradication de la vie, en fait, sur ces territoires. C'est-à-dire que la colonisation aujourd'hui du Liban, c'est la destruction de tout le vivant autour. C'est l'envoi de produits chimiques, c'est raser des maisons, c'est tuer les gens, tuer les journalistes, les ambulanciers, etc. Donc en prenant aussi en ayant tout à fait le risque dans la conscience que de toute façon ces terres-là, si ça continue à ce niveau-là de bombardement, de toute façon plus personne littéralement pourra y habiter.
Je pense que l'objectif d'Israël, c'est ça depuis le début. C'est ça pour Gaza, de rendre la terre inhabitable. Et je pense que ce qu'ils essayent de faire, c'est au moins une zone. Mais là, ils menacent d'aller encore plus loin au Liban. Sans parler de la guerre en Iran, évidemment, qui était une aventure délirante, mais dont ils ne sortent pas vainqueurs, hein, cela dit. Alors, est-ce que le dialogue est encore possible, j'ai envie de dire? Est-ce que les arguments, ils portent encore? Toi, tu as un travail de chercheuse, donc tu apportes, tu l'as dit, la réalité des faits. Est-ce qu'on est passé dans un autre stade où vraiment plus personne n'en a rien à foutre de la réalité? Moi, je ne crois pas au dialogue dans les relations géopolitiques, mais comme je n'y crois pas dans les relations politiques, y compris en France, je veux dire, la seule chose qui fonctionne, c'est le rapport de force. Je veux dire, on est dans un moment historique, mais même en général, quand on analyse les luttes décoloniales, les luttes sociales, toutes nos luttes, elles ne se feront pas par le dialogue. Ce n'est pas vrai, en fait. Il y a un moment où il faut peser par le rapport de force. Le rapport de force, il peut prendre plein de formes. Ça peut être dans les discours. Et franchement, depuis 3 ans, les discours ont changé. En réalité, face à une invisibilisation, un racisme anti-palestinien hyper fort, une déshumanisation, enfin des trucs vraiment, mais que j'aurais jamais cru entendre en fait en termes d'horreur, il y a quand même de l'autre côté une résistance incroyable, qui est une résistance mondiale, qui est une résistance, y compris en France, des discours où on parle plus de la Palestine de la même manière. Et moi, je pense que ça, c'est une victoire, en fait. Tu dis que tu es optimiste, toi. Tu m'as dit tout à l'heure aux coulisses. Oui, je t'ai dit, pose-moi la question. Ben ouais. Parce qu'en fait, je trouve qu'on est dans une période déprimante. Tu m'as dit, pose-moi cette absolument. Non, en fait, tu l'avais prévu. J'ai dit oui. Non, mais ça m'a étonné, parce que voilà, tu travailles vraiment sur ces questions-là. Tu dis, bon... Je suis très triste et très... c'est hyper douloureux de travailler sur la Palestine, sur le Liban, etc. et de voir où on en est aujourd'hui, parce que le degré de destruction et de souffrance est juste innommable, ça c'est clair. En revanche, l'État d'Israël, c'est complètement... est devenu un État paria. Le paradigme a changé. Ouais. Hein, c'est décrédibilisé, quoi. Complètement, mais plus que décrédibilisé. Je veux dire, dans l'opinion publique mondiale, c'est vraiment un des États qui est le plus détesté, et pour cause. Enfin, je veux dire, c'est une question de réalité. Et du coup, je pense que cette défaite morale, c'est quelque chose qui, à long terme, ne peut pas se poursuivre. Et en fait, dans l'histoire, le génocide, c'est pas non plus une victoire militaire. On n'a jamais vu une victoire militaire par un génocide. Ça fonctionne pas comme ça. Et or, Israël n'a toujours pas eu de victoire militaire, nulle part pour l'instant. C'est des espèces de... c'est pas des victoires, en tout cas. Ils continuent, c'est des guerres d'usure. Mais il y a un moment où je pense que le rapport de force va changer, donc il faut continuer la lutte. C'est ça ce que j'allais te demander. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on peut agir, nous? Alors, on peut faire plein de choses. Alors, on peut boycotter. Il faut continuer à boycotter les produits israéliens, les produits culturels, sportifs, l'Eurovision. Enfin, pour revenir à la Kangoo qui t'a valu tant de bonheur. Pierre-Emmanuel, oui, c'est une histoire de Kangoo. Eh bien, en fait, c'est pas la Kangoo. Le problème, c'est l'Eurovision. Le problème, c'est que réellement, le problème, c'est de s'attaquer à ce boycott culturel, à toute cette propagande en fait sioniste et israélienne qui a toujours essayé de faire d'Israël un État normal. On vient chanter, on vient vendre nos films, on vient vendre, etc. Or, il y a un appel au boycott aussi de tout ce qui est produit par Israël et produit par l'État. Hein. Comme à l'époque de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. Absolument. Ouais. Okay, donc il y a le boycott, il y a demander des sanctions, bien sûr, parce que l'impunité, quand même, il n'y a rien de pire. Il y a aller militer, franchement, je pense qu'aujourd'hui, pour tout et tout le temps, il va falloir qu'on s'engage collectivement. Et si vraiment vous ne pouvez pas, vous pouvez donner de l'argent. Vous pouvez donner de l'argent, par exemple, à Urgence Palestine, qui demande de l'argent en ce moment, et qui est menacée de dissolution par Darmanin, encore un de vos grands amis. Voilà, on petit cher à Darmanin. Donc donner de l'argent à UP, ça l'embêtera bien. Par ailleurs, pareil, ce que je disais sur les campagnes contre la répression, ça c'est très important. Il faut vraiment soutenir vos camarades artistes, vos camarades professionnels, vos camarades partout qui sont attaqués par la répression, parce qu'en fait, on connaît plein de gens dans le silence qui ont perdu leur boulot, qui se font harceler sur les réseaux sociaux. Et je pense que faire collectif, c'est notre seul salut, en fait. Merci Ouda. Mais merci à vous. Ouda Assal, et merci Marc de nous avoir permis de rencontrer Ouda Assal. Et vive Radio Gaza. Reste avec nous parce que les histoires, c'est son truc. De même que leurs habitants et leurs habitantes, il est l'heure de la chronique de Juliette Arnaud. C'est que nous fait chier à lire, quoi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Obsession. C'est mon obsession. C'est un petit film d'horreur pas cher qui est en train de péter le box-office international. L'intrigue du film, c'est une déclinaison du proverbe anglo-saxon « Be careful what you wish for », c'est-à-dire méfie-toi de ce que tu désires. Alors, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un jeune mec qui prononce un vœu « Faites que Nikki
Niki, c'est une collègue et une pote à lui, même plus que tout au monde. Et Niki se met, sans y avoir consenti, je tiens à le préciser, à aimer le type plus que tout au monde, follement, de manière obsessionnelle. Et à partir de là, ça va déraper sévère. En même temps, je le dis, je le répète, le consentement, c'est tout le temps. Je le sais que ça dérape parce que notre invité, Marc, l'a décrypté, ce film. Et le dérapage précis, je sais pas, je l'ai pas vu parce que j'ai pas vu le film, parce que je le verrai jamais, ce film, parce que j'ai la phobie des films qui font peur. Moi, j'ai peur tout le temps. C'est mon habitat naturel, la trouille. Je sursaute, je fais la vigie, je cherche des portes de sortie, donc je vais pas m'en rajouter avec des films qui font peur. Et me dites pas que c'est pas rationnel, hein. C'est le principe même de la phobie. Du grec phobos, qui veut dire la peur panique. Et Phobos était carrément un dieu, parce que les dieux et les Grecs, ils avaient des dieux et des déesses pour tout ce qu'il y a dans la vie, même les tables basses. Il y a un dieu des tables basses. Non, ça, c'est pas vrai. Non, là, j'ai menti. Donc, Phobos, c'est l'enfant du dieu de la guerre et de la déesse de l'amour. Et il a un jumeau, Deimos, qui lui est la terreur des gars. Si tu les croises, tu rentres chez toi. Le principe de la phobie, donc, c'est que c'est justement injustifié, c'est irrationnel. Ainsi, moi, je devrais savoir que Obsession, c'est juste un film qui est fabriqué par des gens, des techniciens, des acteurs, du faux sang, des fausses blessures, que personne n'est mort, je le sais. Mais quand je regarde le film, je le sais plus. Ainsi, Pierre-Emmanuel a la phobie de la foule et il a choisi de faire le métier d'humoriste. Je ne le juge pas. Guillaume a la phobie des crabes et il aime par-dessus tout plonger dans la mer. Je ne le juge pas. Émeric a la phobie de la nourriture mouillée. Et je ne... Si, là quand même je le juge. Ouais. Vous voyez, ce qu'il peut y avoir de marrant, de rigolo dans une phobie, c'est que cette peur irrationnelle, elle conduit à avoir des comportements irrationnels. Enfin, non, ils sont rationnels pour toi et ils sont totalement zinzin pour les autres. Et c'est comme ça qu'on perçoit d'abord le personnage d'Anna dans le film Anna et les enfants qui va sortir, là, le 3 juin. Un premier film, écrit et réalisé par Diane Clavier, qui, oui, est mon amie. Anna est frappée d'une phobie qui est répertoriée, mais qui est peu connue. Elle est pédophobe, c'est-à-dire qu'elle a une peur panique des enfants. Dans un monde où on a bien compris que les enfants sont les proies les plus faciles, elle est terrorisée par eux. Elle ne peut pas les regarder, elle ne peut pas leur parler, elle ne peut pas passer à côté d'eux. Anna, c'est vraiment le personnage maudit. Elle subit un sort. Dans un monde, le nôtre, où on comprend mieux une mère qui tue ses enfants, m'aider au hasard, qu'une femme qui dit ouais, parce que moi, les enfants, ils me font peur. Donc Anna, elle s'est fabriquée une vie qui est super compliquée, où elle arrive tant bien que mal à éviter les mômes, et bien sûr, elle consulte un psy, c'est normal, c'est une femme, elle paye pour aller mieux et moins emmerder le monde. Mais son psy la vire au début du film parce qu'il est fatigué d'elle, et puis un jour, Anna va devoir veiller sur 2 enfants. Gérer des enfants, c'est une chose difficile. Gérer des enfants quand ils vous effraient jusque dans votre moelle épinière, c'est atroce, c'est surtout très drôle. Et c'est apprendre également comment réagir lorsque qu'un enfant vous dit dans la plus grande solennité « Je crois que j'ai un peu envie de faire caca ». De mon côté, je vois déjà mon épitaphe. Il sera écrit sur ma tombe « La peur a changé de camp. Si Gisèle qui viendra vous tirer les pieds quand vous dormirez. » Juliette Arnaud, merci beaucoup. Merci Juliette. Tu nous as rajouté des phobies du coup. Juliette, qu'on retrouve sur Instagram, puisqu'on parle d'Instagram depuis le début de l'émission. Juliette Arnaud Pénélope. Et puis on retrouve toutes les chroniques de Juliette en podcast et sur YouTube. Je profite de quelques secondes pour, au nom de l'équipe, comme l'a fait Ouda tout à l'heure, transmettre notre soutien à notre camarade Hakim Omiri et à tous nos collègues de la riposte. Tenez bon. Comme dirait le philosophe Jean-Pierre Raffarin, la route est droite, mais la pente est forte. Puisqu'on parlait de philo, le mensonge est une fuite intérieure, a dit Jean Kelevitch. Fuyons intérieurement ensemble avec la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, et oui, vous écoutez toujours la dernière, et ça c'est hyper bien. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, chercheur universitaire en culture numérique et en bien d'autres choses, Marc Jaja. L'occasion d'aborder le marronnier du moment, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça te fait flipper? Est-ce que tu y vois des opportunités? Est-ce que tu n'en as rien à foutre? On en a parlé un peu tout à l'heure avec, les allaitements de baleines. Les allaitements de baleines, ouais. Non, ça fait partie de mes objets de recherche, mais en culture numérique, on s'y intéresse tous plus ou moins. Après, la panique, elle peut être justifiée dans certains cas. C'est vrai que quand tu as une perspective décoloniale, féministe, queer,
quand tu vois ce qui est fait d'un point de vue industriel, l'écocide en cours, chaque requête en fait coûte à la planète. Quand tu vois les usages qui en sont faits, quand tu vois la manière dont sont réencodées des normes de genre, des normes raciales dans les plateformes et également dans les algorithmes qui sont utilisés, c'est assez désastreux et je pense qu'il ne faut absolument pas le négliger, quoi. Cela dit, il y a aussi des usages qui sont intéressants qu'on voit chez les artistes du numérique. On voit par exemple, pour reprendre la question palestinienne, il y a une artiste universitaire libanaise palestinienne qui travaille sur ces questions et qui travaille à partir du glitch. Et elle essaie de désarçonner, court-circuiter des images qui peuvent être envoyées par la propagande israélienne, par exemple, où elle va utiliser une image qui va être un petit peu brouillée pour essayer de la décaler et introduire une fissure. Ou alors... Qu'est-ce que tu appelles le glitch ? Le glitch, c'est... c'est un petit court-circuit sur une image. Vous voyez, parfois, vous avez une image qui est un petit peu décalée, vous avez une erreur sur l'image. Il y a des artistes qui s'en emparent pour essayer de raconter quelque chose politiquement et pour essayer de court-circuiter toutes les logiques de circulation qui sont facilitées par toutes ces plateformes. Et il y a notamment cet artiste qui, lors d'un bombardement israélien, je crois que c'était en 2013-2014, où des gamins ont été bombardés sur une plage, le corps de ces gamins a été doublement recouvert à la fois par les bombes et par les commentaires qui étaient faits ensuite sur Twitter. Et elle a utilisé les intelligences artificielles pour leur redonner un corps à partir des commentaires qui avaient été faits sur eux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des usages aussi décoloniaux des intelligences artificielles. On a tendance à utiliser en plus un terme un peu catégorique comme ça et homogénéisant sur des réalités qui sont très différentes, quoi. Il y a des agents conversationnels, il y a des usages mainstream où tu vas produire une photo, tu as des algorithmes qui peuvent être utilisés pour brouiller une image ou alors pour reconstituer un corps qui a été détruit. Donc il y a plein d'usages intéressants, sans nier par ailleurs, encore une fois, tous les risques et tous les problèmes que il y a ça du peut pillage poser. aussi beaucoup. On parle beaucoup de pillage d'autres œuvres, d'autres artistes pour alimenter l'intelligence artificielle. Bien sûr. Ouais. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment pas le romantiser. C'est vrai qu'il y a des chercheurs comme Lev Manovich, par exemple, qui est une sommité dans les digital studies, qui a fait tout un article sur le mythe de la création pour dire que la création humaine est toujours appareillée par des dispositifs. Forcément, vous écrivez, vous avez, un traitement de texte, vous êtes toujours appareillé. Ouais. Et on a tendance à surfocaliser l'attention sur les IA, alors qu'il y a toute une histoire de l'appareillage de la conscience humaine. C'est pas nouveau. Est-ce que pour autant, il ne faut pas donner une attention à ce que nous disent les artistes, la manière dont ils sont pillés, la manière dont, en dehors, Lev Manovich, il peut réfléchir de manière abstraite, mais que ce soit les illustrateurs, que ce soit les auteurs, que ce soit les peintres, on nourrit une machine qui, en retour, nous dépossède aussi notre force vive. Donc, il faut pouvoir s'y interroger et sortir peut-être parfois des arènes universitaires ou intellectuelles qui ont tendance à romantiser peut-être les usages qu'on peut en faire. Est-ce que ça veut dire que ça pose la question de l'outil ? À partir de quand c'est un outil ? Par exemple, si je prends un truc très basique, dans nos téléphones, on a tous un appareil photo avec des filtres. Est-ce qu'on peut considérer que l'IA commence là ? Ou alors... Oui. Ça commence là. Ça commence à partir du moment où tu as un algorithme qui permet de jouer avec quelque chose, une suite d'instructions, donc qui va avoir un effet ensuite sur le réel et construire des assemblages. Mais les filtres, ils sont hyper intéressants. Autant il y a des usages coloniaux, en effet, des filtres, tu le vois maintenant quand tu dis TikTok, Instagram, ça reproduit des normes de beauté, on va te lisser le corps, le visage. Parfois, quand tu demandes à Disney, par exemple, sur TikTok, tu demandes à Disney quel est mon personnage préféré ou je sais pas quoi, à qui je ressemble. Quand tu es arabe, moi je l'ai fait le test. Jafar. J'allais dire Aladdin pour être sympa, mais Aladdin directement. Non, mais c'est parce que j'ai vu plein de Gargamel. gens. Non, j'ai vu plein de Juliette, gens qui se retrouvent avec. Mais non, parce que j'ai vu plein de gens qui, à partir du moment où ils n'étaient pas blonds et aux yeux bleus, se retrouvaient avec Jafar. Oui, c'est ça. Il y a un réencodage, mais il y a aussi des usages qui sont intéressants. Moi, je les ai utilisés, par exemple, pour retravailler la manière dont mon corps était saisi sur les applications de rencontres où on me percevait comme quelqu'un de viril. Ça m'arrive que sur les applications de rencontres où on me perçoit comme quelqu'un de viril. Mais bon, sur les applications de rencontres gays, j'étais systématiquement saisi par des stéréotypes, par des intérêts, par des envies coloniales. On me percevait comme le rebeu viril. On me voulait tel quel, mais c'est moi, comme beaucoup de racisés, et de personnes noires, arabes, etc., qu'on vient rechercher pour des qualités qu'on présuppose chez elles. Et en fait, j'ai utilisé, à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, vous voulez ça ? Je vais vous le donner. Donc j'ai utilisé des filtres et j'ai créé un personnage qui s'appelle Lady Booba. Alors, attends, vas-y. Continue, laissez-le continuer. Ah, mais c'est toi. Et oui, Alors, tu t'as ghosté, Émeric, a priori. Justement, il est comment, Lady Booba ? C'est un personnage. Tu pourrais me répondre. C'est un personnage qui a, à l'interface à la fois des genres, des mondes, comme on le disait, qui se superposent et
que j'ai fait circuler. Alors, je ne l'ai pas fait pour faire une enquête, mais parce qu'à un moment donné, j'en avais marre. Et donc, ce personnage, il est filtré, c'est-à-dire que voilà, il est chauve, ça me ressemble un petit peu quand même. Jusque-là, J'ai utilisé un filtre, mais voilà, je lui ai rajouté du vernis, je lui ai rajouté une posture extrêmement viriliste qui correspond aux attentes que peuvent avoir des personnes. C'est des scripts qui ont été forgés par des siècles de sexualité coloniale, donc je leur donne ça et puis je rentre en interaction pour voir si il se passe quelque chose qui peut être intéressant. Et parfois, certains me disent, OK, bon, j'ai pas repéré le truc, ou je le repère, ou peu importe. Et d'autres me disent, et c'est là que ça m'intéresse, c'est de prendre une direction imprévue avec quelqu'un qui me dit, je sais que c'est faux, mais ça m'intéresse. 3 petits points. Ouais. Suspense. Et c'est là que s'ouvre une brèche qui devient intéressante à expérimenter. C'est comment, par le faux, parce qu'on est obsédé avec les IA, avec la désinformation. Je comprends, hein, on a des régimes de vérité comme ça qui sont détruits, mais je trouve intéressant parfois de se réapproprier le design du fake, le design du faux, pour essayer de troubler et de voir où on peut aller ensemble, avec une éthique, avec une méthodologie, etc. Voilà. Merci Lady Booba, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On va écouter un petit peu de musique. Juliette, est-ce qu'on va écouter du Lady, du Booba? Qu'est-ce qu'on va écouter, Juliette? Je ne sais pas. Non. En 2013, potentiellement, Marc, il faisait comme tout le monde et il dansait sur un tube de pop française sur la planche, signé du groupe La Femme. Donc je propose qu'on recommence, on redanse. Ready, steady, go, Malo. Vous êtes toujours sur Radio Nova. Vous écoutez la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité, le chercheur Marc Jaja, et elle vient de nous rejoindre. La Queen, la Boss Lady, pas Booba, celle qui slay, même je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ma Marie est avec nous. Je suis avant tout supportrice du PSG. J'adore. Depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Hier encore, je ne connaissais que le mot mercato. Mais depuis ce matin, Luis Enrique, c'est ma bestie en fait. C'est pas parce que j'ai appris le nom de leur entraîneur à 11h que j'ai pas le droit de l'appeler Marie. J'ai décidé de faire du PSG washing aujourd'hui pour introduire le concept du pink washing, qui consiste à soutenir la communauté LGBTQIA+, que quand ça rend bien. C'est être des footix de l'inclusion, en gros. La Ligue des Champions est finie, mais ce qui va commencer, c'est la saison des baumes à lèvres arc-en-ciel. Les marques ont l'habitude de capitaliser sur n'importe quelle occasion. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, par exemple. Au-delà des fleurs partout, c'est le meilleur jour pour me désabonner des listes de diffusion. Non mais, quand tu te rappelles plus à quelle newsletter tu t'es abonné sans faire exprès, attends une fête. Elles surgissent et se multiplient tels des petits pop-corn, comme ça. Et demain, à partir de demain, c'est le mois des fiertés qui va débuter et soudainement, tout le monde va devenir inclusif. Et oui, on le sait. Les visuels vont être repris par les marques pour changer fête des mères en fête des mothers. Si vous êtes homophobe, dépêchez-vous. Vous n'avez plus que 2h58 devant vous. Après, on commencera un mois de jeûne intermittent d'homophobie. Ce sera qu'en heure creuse que vous pourrez dire « Pas devant les enfants, quand même !» Bon, je sais pas si on a beaucoup d'homophobes là. D'homophobes qui savent qu'ils le sont, je veux dire. Mais oui. Ce qui est marrant, c'est de voir des scènes qui ne me programment jamais soudainement se rappeler mon existence. Ils arrivent dans mes mails avec la sincérité d'Yves Rocher qui me souhaite joyeux anniversaire. C'est pas nécessaire de me flatter, hein. Je le donne plus facilement que ça, mon numéro IBAN. Et oui, les luttes pour les droits des personnes LGBTQIA+, ne sont pas une esthétique, je tiens à le rappeler. Et même si ça l'était, on a beaucoup trop de goût pour que les imitations soient au niveau. Après, c'est dur de rendre marketable le fait que les femmes trans sont invisibilisées dans leur propre communauté, précarisées et tuées. C'est parce que c'est moins lisible sur une étiquette de vernis que « Slay !» Bon, je parle de marque, mais c'est pareil pour les partis politiques. Les collectifs d'extrême droite qui se battent pour être inclus dans la marche des fiertés. Je sais que vous avez entendu qu'il y avait des chars, mais c'est pas les chars que vous aimez. Non, enfin, je préfère, voilà. Non, je veux clarifier vraiment, quoi. C'est le 14 juillet, votre Pride, voilà. Tout ça pour dire que, tout comme pour la victoire de mon PSG, c'est pas adopter les couleurs qui fait l'esprit d'équipe. Ma Marie, merci ma Marie.
On te retrouve en spectacle, trop drôle pour mourir, au Théâtre Le République. Toutes les infos sur ton compte Instagram. On a beaucoup parlé d'Instagram aujourd'hui. Mamary Mounezero. Merci beaucoup, Mamary. On est toujours avec notre invité, le chercheur Marc Jaja. Et on va ouvrir cette commode sur laquelle tu as mis des slips tout en haut. Mais tout le monde met ses slips en haut. Voilà, arrêtez ça. Les gens qui ont pris. Pas de slip en plus. Pourquoi j'ai utilisé cette image? Les gens qui prennent l'émission en cours de route. Slip, ça marche pour culotte aussi. Moi non plus. Voilà, on est inclusif aussi. Slip, culotte, boxer, tout ce que vous voulez. Mais on va découvrir un petit peu plus de toi avec le questionnaire de Juliette Arnaud. Et je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance. Alors tu m'as répondu que c'était pas un livre, c'était des titres de livres. Les titres des livres de... je ne vais pas arriver à le prononcer en espagnol. Borges. Non, mais Jorge Luis Borges. Bon, pardon pour la prononciation. Qui est donc un écrivain argentin majeur aux yeux de tout le monde et qui était surtout majeur pour ton père. Est-ce que tu peux nous expliquer le coût des titres? Pourquoi c'est les titres des livres de Borges qui il va me détester, mais c'est pas grave. Donc, je suis plus à ça près. J'ai plus de crush. Plus de crush, plus de père. Non, comment? Oui, quand on était petit avec mon frère jumeau, on savait pas ce qu'on faisait. On devait avoir 6-7 ans, mais grosso modo, quand mon père était en colère, on récitait, parce qu'on savait qu'il était fasciné par lui, on récitait des titres de livres de son auteur préféré. Donc on disait, mon père s'approchait, on disait Borges, c'est l'un des titres des livres de Borges. On disait Borges en dialogue, Borges en dialogue, Borges en dialogue. Et en fait, il riait à chaque fois, quoi. Et on savait pas ce qu'on faisait, mais on voyait que ça faisait quelque chose à mon père. Donc c'est resté. Et pour mon père, il a été hyper important. Enfin, pendant 30-40 ans. Pourquoi? Parce qu'il vient du Liban. Enfin, on est venu du Liban. Moi, je suis né pendant la guerre civile libanaise. J'ai vécu pendant quelques années, jusqu'à la fin des années 80. Et donc on arrive, et je pense, en tout cas, c'est une hypothèse, j'en ai pas parlé avec lui, il va le savoir parce que j'ai écrit un livre là-dessus, mais je pense que ça l'a aidé à tenir. Enfin, il découvre par hasard, on lui parle d'un auteur universel, il vient d'un pays qui s'est déchiré. Je pense, c'est une hypothèse, que ça lui a servi de béquille, ça lui a servi de ce que les Argentins appellent une carencia. La carencia, c'est le chez-soi, mais c'est l'endroit où vous êtes le plus fort et le plus vulnérable à la fois. C'est dans l'arène le taureau qui est attaqué par le toréador et qui se retrouve à la fois extrêmement puissant et extrêmement vulnérable. Et je pense qu'il a découvert cet endroit-là de vulnérabilité, mais également de très grande force. Alors, ce qui a été compliqué, c'est qu'ensuite, bon, moi, Borges, je lui dois beaucoup, j'ai une dette envers Borges parce que j'ai lu tous ses entretiens. Il m'a fait découvrir absolument tout, l'hindouisme, Shakespeare, Coleridge, Wordsworth, Emily Dickinson. Enfin bon, je vais pas faire de name dropping, mais je découvre un peu plus tard, en relisant les entretiens, peut-être parce que j'y avais pas été sensible, que c'est un orientaliste, un eurocentriste et clairement un facho, quoi. Enfin, et qui aimait beaucoup Pinochet, quand même. Et qui aimait beaucoup Pinochet. Oui, mais la cuisine de Pinochet, donc il était sur un... Il y a une ambiguïté là-dessus. Oui. Mais, enfin, voilà. Quand il parle dans ses entretiens des peuples précolombiens, quand il parle des Noirs, enfin, il a un regard qui est eurocentriste, quoi, qui a bien été identifié et qui construit des hiérarchies raciales entre les peuples blancs européens et puis les autres. Et donc le livre là, qui va paraître à la rentrée, c'est comment on se détache de quelque chose qui nous a en partie construit et qui a été très important pour mon père et auquel aujourd'hui je peux plus garder dans ma bibliothèque, c'est plus possible. Voilà. Donc c'est un apprentissage, c'est un exercice de détachement. C'est bien se détacher. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Tu m'as répondu par une série manga que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Frieren, qui a été écrite par Kanehito Yamada et dessinée par Tsukusa Abe du début des années 2020. T'as fait exprès de faire galérer Juliette sur les noms. Frieren, donc c'est le nom de l'elfe magicienne qui est quasiment immortelle par rapport aux humains, et elle a fait équipe avec des humains pour sauver le monde des démons. Ça, c'est bon, c'est fait. Démons out, tout est bien. Sauf que elle est immortelle et elle s'est promis de retrouver sa bande d'humains 50 ans plus tard. Et quand elle les retrouve, la ménopause. Non, alors pas la ménopause, c'est des hommes. Mais ils ont vieilli, en fait, ils vont mourir. Et ce qu'elle comprend, ce qu'elle apprend, c'est pas seulement les affects humains, mais c'est l'apprentissage de la mort, de l'accueil, de liens qui vont, à un moment donné, se détruire. Mais on la présente souvent comme ça, mais je crois qu'aussi à son contact, les humains deviennent un peu plus humains. Ils réapprennent le lien, ils réapprennent l'accueil, ils réapprennent aussi l'inéluctable, c'est-à-dire que ça va s'arrêter à un moment donné. Mais ça se fait sans drame et ça se fait sans bruit. Et c'est cet apprentissage-là. Et je crois que ça m'a aidé à grandir à un moment donné, ça m'a donné envie plutôt
d'accueillir ça à un moment donné où on a perdu notre frère aîné, quoi, il y a 2 ans. Et ce frère aîné arrive à ce moment-là. Et il me donne des pistes, quoi. Enfin, ça m'a donné des billes pour, je dirais pas grandir, je sais pas très bien comment le dire, mais peut-être pour, c'est ça, non pas pour faire mon deuil, mais pour l'approfondir, comme disait le poète Rilke, quoi. Approfondissez ce qu'il reste de lui et puis continuez à le faire croître, voilà, dans vos expériences. Allez jusqu'au bout. Je prends bonne note, je pense que je vais en avoir besoin. Quelle série te fait beaucoup rire? Je t'ai enfin demandé et tu m'as répondu une vieille série, mais qui passe toujours à la télé, une nounou d'enfer, qui commence en 1993, créée par Peter Mark Jacobson et Fran Drescher, qui est Fran 9. C'est en gros l'histoire d'une fille qui devient la nanny d'enfants riches et blonds d'un certain monsieur Sheffield, quand elle est une fille juive des quartiers moins chics, inénérable Fran Fine, dont personne n'a oublié ni le rire ni les brushings. Toi, carrément, elle t'a servi de rôle modèle. Ouais. Non, mais c'est son rire, c'est le rire de Fran. Mais oui, c'est le rire de Fran. T'avais reconnu. Oui, elle a vu juste ça. Oui. Non, mais j'allais dire, elle m'a tout appris. Non, parce qu'en fait, il y a une expérience entre Fran Fine et puis celle que je faisais avec mon meilleur ami d'enfance, Seb. C'est qu'elle se détachait de l'arrière-plan. On la voyait, quoi. La voyait, elle comprenait pas pourquoi. Et plutôt que s'en excuser, elle en a fait un véritable talent, quoi. Et nous, on se détachait, on comprenait pas pourquoi. On avait ce qu'on allait comprendre à des manières. Et moi, en tant qu'arabe, en plus, je me détachais d'un double arrière-plan. Et elle nous a appris, je crois, d'une part, à ne pas nous excuser, mais surtout à retourner les scènes et à faire d'un drame une scène de boulevard, quoi, voilà. Donc, et puis, en plus, c'est le lien avec ma mère, parce que tous les soirs, on la regardait, on continue à la regarder pendant qu'elle tricote. Moi, je bois le lait, etc. Puis on regarde Fran Fine. Donc, voilà. Je voulais intégrer ma mère. Non, mais c'est aussi, bien que ça passe encore à la télé. Et puis, c'est bien que tu as intégré ta maman. Et on l'embrasse. Merci beaucoup, Marc. Et merci, Juliette. Et merci, ma Marie. Featuring ma Marie. Merci beaucoup. Ma Marie. Il est 20h03 sur Radio Nova. Il est presque le temps de conclure cette émission. Mais qui vois-je? Notre éditorialiste préféré. Celui qui a l'intro la plus réaliste du moment, puisque cette semaine, l'actualité, elle a été comment? Elle a été chaude, elle a été très chaude, elle a été trop chaude. Émeric Lompré. Allez, actualité. L'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Comme la température. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison. Alors, et tu sais, moi, je me disais, tu sais, au lieu de dire il n'y a plus de saison, on n'a qu'à décaler les saisons. Et ouais. Ben ouais, comme ça, après, on est là, il fait chaud pour le mois de février. Ben non, février, c'est l'été maintenant. Hein? Merci, Astrid. Allons manger des melons. Des melons? Alors, bon, attends. Bon, l'actualité, là, c'est Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal, il se présente à l'élection présidentielle. Yahoo! Ouais! Bon, allez, quand même, c'est pas mal, non? Pierre-Emmanuel, il voulait prendre le sujet Gabriel Attal au début. Je dis non. Hein, on va essayer de finir l'année quand même. Tout le monde voit c'est qui Gabriel Attal? Vous voyez c'est qui Gabriel Attal? Ouais. Je sais que le public de Juju, Guillaume et Pierre, ils savent. Mais moi, mon public, c'est pas sûr. Hein. Mon public, c'est... non, mais leur seul référent actualité, c'est moi. Donc, c'est comme si ton référent climatique, c'était Pascal Pro, quoi. Bon. Apparemment, c'est normal, comme ma voiture, elle fonde. Voilà. C'est épisodique. C'est comme si ton seul référent météo, c'est un enfant lune. Bah, dedans, il fait frais, hein. Non. C'est comme si ton référent violence sexuelle, c'était Patrick Bruel. Tu serais là, j'ai envie de parler à quelqu'un d'autre. Vous me dites quand vous avez marre, hein, j'ai plein d'exemples comme ça. Non, alors, Gabriel Attal, les petits Lompretos, c'était le meilleur ami de Macron. Alors, tellement il était ami avec Gabriel, sous Macron, il a été député, porte-parole secrétaire d'État, ministre délégué des comptes publics, ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre. Le seul truc qu'il a jamais fait, c'est un vrai métier. Je vous jure. Et puis maintenant, Gabi, il est là. Non, finalement, faute Macron, non. Maintenant, c'est pour moi qu'il faut voter. C'est pour moi qu'il faut voter. Putain, ça fait 10 ans qu'il est au gouvernement. Il a un bilan professionnel, on dirait mon bilan sanguin. Et il est là. Non, mais c'est bon, là, c'est bon, laissez-moi faire. Putain, mais quand tu fais de la merde à une soirée, tu reviens pas le week-end d'après en disant bon, bah, désolé pour la pergola. Désolé. Hein? Mais qui aurait pu prédire que c'était inflammable? Qui? Bah, en fait, c'est du bois quand même. Hein. Ça va. J'aime les bolasses, merde. Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? T'es qui? Je suis Gabriel Attal. Putain, mais t'es partout, toi, merde.
Oui, je vais à la rencontre des Français afin de mieux cerner leurs problèmes et ainsi trouver des solutions. Je vais à Bordeaux, La Baule, Le Touquet, Nice, Cannes, Annecy, Le Touquet, j'y suis allé 2 fois, Arcachon, Le Touquet, j'avais oublié mes clés, New York, Las Vegas, une fois le Machu Picchu, mais il n'y avait pas trop le problème des Français là-bas. Je suis également allé voir Star Wars au cinéma, mais ça m'a pas... Mais tais-toi, tais-toi! Tu parles trop, putain, je comprends que tu es énervé, mais il faut que tu apprennes à mieux gérer ta colère. Tu sais quoi? Tu devrais aller à la chorale, ça fait un bien fou la chorale. Vois sur ton chemin... Attends-moi dans la grange, chercher les bolasses. En plus, je me disais, c'est quoi la différence entre Gabriel Attal, Édouard Philippe, Darmanin et Retailleau? C'est quoi la... Non, mais je veux dire... Moi, je pense qu'il faudrait une règle dans les élections. Si tu veux te présenter, il faut au moins 7 différences. Non, tu vois, pas physique, hein, sinon ce serait Édouard Philippe. Mais non, non, 7 différences dans les autres programmes, quoi. Faudrait... Oh non, il reste que Philippe Poutou. Non. Pas de prosélytisme. Là, mes fans, ils sont là. Que Nouveau mot débloqué. Ouvrez nos Pokédex, amo. Bon. En plus, là, Gabriel et Darmanin, ils sont marrants, ils font la course au racisme. Là, tous les deux, ils se tirent la bourre. Là, ils veulent carrément mettre des quotas dans l'immigration. Tu sais, ils sont là, moi, je veux pas plus de 5%. Ah ouais? Bah, moi, 3. Ah ouais? Bah, moi, 2. 1. 0. Moins 2. Quoi? C'est pas possible, moins 2. Si, si on les tue dès la naissance. Ouais, mais à ce moment-là, ça fait 0. Bah non, si tu les tues en tirant dans les couilles du futur père. Ouais, là, ça marche, mais ça fait que moins 1. Ouais, mais après, on tue la future mère. Bonjour, est-ce que c'est moi de vous déranger? Le plafond est-il en bois? Oui, qui êtes-vous? Aymeric Lompré. Mais que faites-vous avec ces bolasses? Arrêtez! Je crois que mes chroniques... Non, là, c'est de l'empathie, là. C'est de l'empathie. Nouveau mot débloqué, empathie. Oh là là. Aymeric, c'est une librairie. Bon, alors... Je crois que mes chroniques, elles seront enseignées dans les écoles de chronique. C'est sûr. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Merci de m'avoir écouté. Aymeric Lompré, merci beaucoup Aymeric. On retrouve en spectacle, en duo avec un certain Pierre-Emmanuel Barré. Je vois très bien qui c'est. En tournée en France à partir de janvier. 20h08, il nous reste quelques secondes avec notre invité Marc Jaja. Le temps de quelques dernières petites questions. Pierre-Emmanuel. Oui, Marc, tu dis que pour se débarrasser des billes dont on ne veut plus, le mieux c'est de les jeter du haut d'un escalier en criant la race-baille. Est-ce que ça pourrait marcher avec Raphaël Glucksmann? T'as le droit des jokers. Mais qui se courberait pour ramasser? Très bonne réponse. Aymeric, est-ce que tu as des questions cette semaine? Oui, bien sûr. Alors on écoute. Depuis que tu ne fais plus de reggae, qu'écoutes-tu comme musique? Maria Carré. Maria Carré, bien sûr. Juliette. Ah bah justement, tu dis que t'es fan de Maria Carré. Imagine, Busta Rhymes, il n'est pas là pour faire son duo iconique avec elle. Donc il faut chanter avec elle. T'es prêt? 1, 2, 3, on y va. Baby, if you give it to me. Give me... I give it to you. Ah non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'était quand même bien parti. Ah, ma Marie. I know what you want. Voilà. Il fallait juste la tona. Marc, t'es également chercheur en littérature. Est-ce que tu penses que Bruno Le Maire est meilleur écrivain ou ministre de l'économie? J'ai découvert que j'étais chercheur en littérature. J'avais envie de te poser une question Bruno Le Maire, en fait. Je sais plus qui c'est. Voilà, très bien. Pierre. Oui, Marc, tu dis que c'est très difficile de se débarrasser des traces qu'on laisse. Est-ce que tu as essayé de jeter tes slips du haut d'un escalier en criant la race-baille? Je porte des boxers. Et tu les ranges où? Allez, dernière question. Je range pas. Juliette. J'en ai pas. T'en as pas? Alors j'en ai une dernière. Est-ce qu'en tant que chercheur en culture numérique, tu préfères les vocaux ou vivre toute ta vie avec une chanson de Patrick Sébastien dans la tête? Tu dois choisir. Je fais des vocaux d'1 heure, hein, il faut être prêt quand même. Ah ok, ouais, t'es un radical. Ouais, j'ai fait des podcasts entre amis. T'as une dernière question, Aymeric? Ouais, Marc Jaja, est-ce que ça va 20? Je crois qu'on peut terminer. On peut terminer là-dessus. Merci Marc d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci beaucoup. Je rappelle ton compte Instagram, Jed Jaja, vous allez trouver. Merci. Ça va changer bientôt. Et oui. Attends un peu avant de changer, que les gens s'abonnent. Merci beaucoup à ton invité également, Ouda Assal, Mamari Douli, Marie Trébert. Je tiens à saluer particulièrement l'équipe de l'Européen qui nous a accueillis pendant ces 2 années. Faites du bruit pour Seb, Vincent,
Barnabé, Julia, Lindsay, Sonny, Marvin, Lucas, Nils, Alexis, Bernard, César, Adrien. On se retrouve à la rentrée dans une autre salle. On vous en dit plus bientôt. Merci à toutes les équipes de Radio Nova qu'on peut applaudir. Fred, Malo, notre réalisateur, Lulu, Mathilde et Julien à la technique, Mano, Loris, Ninon, Yona pour la prod, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, oh là 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 là, c'est son anniversaire aujourd'hui, quelle émotion, et Tristan, notre rédacteur en chef, Ramzi Hassani, et Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. Tout de suite sur Nova, vous retrouvez David Blo, le Nova Club. On se retrouve le mardi 16 juin à 18h pour le début de la grande tournée d'été en direct depuis le jardin de la Palue à Landerneau. D'ici là, amusez-vous bien, déconnectez-vous, reconnectez-vous, faites ce que vous voulez et vivement la dernière. La dernière. La dernière. À retrouver en podcast sur nova.fr. Nova. Rendu possible par Enercop.